Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 5. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh! Et cette fois, nous avons donc un épisode tout à fait classique, chacun une reco et un petit truc en plus à la fin. Vous avez le programme, vous avez nos voix, on peut y aller, c'est prêt, tout de go de go. C'est quoi ta reco? Oh, oh, oh. Alors Marocco, c'est l'album Ox de Coalesce. Alors, Coalesce. Déjà, on parle vite fait du groupe. Donc, c'est un groupe de hardcore chaotique, ce qui est un bien gros mot parce que musicalement, en fait, surtout cet album-là, je trouve ça un peu différent. Et puis aussi, hardcore chaotique, ça évoque plein d'autres choses, notamment Converge, à qui sont ses grands potes, Dillinger Escape Plan ou Botch. Donc c'est un groupe qui est issu de la même époque, de la même scène, et d'ailleurs on peut très bien reconnaître d'ailleurs dans le choix même du nom de groupe Coalesce, donc en gros la collision, le fait que voilà ils sont nés à la même époque que Converge, qui donc du coup a un team qui est donc la convergence, donc on est vraiment sur le même champ lexical. C'est avec Cave-In, du coup, qui est un groupe qui a été fondé par des mecs qui étaient fans de Converge, du coup, donc autant dire qu'à l'époque, ils ont ouvert une page de Thésaurus et puis ils sont restés sur la même page. Donc probablement d'ailleurs un truc que je pense qui est influencé par des noms de groupes comme notre groupe de hardcore comme Breakdown, l'action de briser, ou Outburst, l'explosion. Donc ce genre de truc, du coup ça correspondait très bien à l'époque, donc je pourrais pas donner d'autres groupes peut-être un peu oubliés qui auraient des noms similaires, mais bon voilà. Converge, Coalesce, c'est vraiment une longue histoire. D'ailleurs, il y a un split qui vient de sortir cette année, donc un split live enregistré à CBGB's, donc qui est une salle de concert new-yorkaise culte. Et ils ont cette année fait le label Relapse Records, donc a édité un album avec des vieux morceaux de Coalesce et des vieux morceaux de Converge qui avaient été enregistrés dans les années 90 dans cette salle, et qui sont sortis en fait au profit de la famille de Rich Hall, donc qui est un promoteur et organisateur de concerts de l'époque en fait, qui était un très grand pote et qui a malheureusement décédé tout récemment. Donc du coup pour faire en fait pour récolter des fonds en fait pour sa famille en fait, il y a deux concerts qui ont été organisés, donc qui réunissait des groupes vraiment à l'ancienne de la scène hardcore, metalcore de cette époque-là, donc From Autumn to Ashes, Dead Guy, qui était un peu le grand papa de tous ces groupes-là, Orange 9am ou Nora, Today is the Dead d'ailleurs, qui est aussi un des gros papas de cette scène-là, et puis aussi d'un Defeater, Cave-In, et bien sûr Converge, donc, et Coalesce. Donc du coup, c'est une longue histoire. Coalesce et Converge, le hardcore chaotique et tout ça, c'est vraiment une longue histoire d'amour et une longue histoire d'amitié. Mais ils viennent pas du tout du même patelin que tous ces groupes-là, puisque eux, Coalesce, c'est plus le sud des États-Unis, de Kansas City dans le Missouri, en 94. Donc, ça remonte un petit peu. Et apparemment, leur premier nom de groupe, c'était censé être Breach, donc Breach brisé, donc, mais ils ont vite changé parce qu'en fait, il y a un groupe suédois qui s'appelle aussi Breach. Et donc, du coup, voilà, c'était plus possible de s'appeler Breach. Savoir que Breach, pour le coup, c'est pas, enfin, en 94, c'est normal que des mecs du Kansas n'étaient pas forcément au courant. Maintenant, en 2025, c'est très marrant parce que c'est aussi un groupe méga influent, en fait, Breach. Il y a beaucoup de groupes qui doivent énormément de choses à eux. De Acme à The Ocean. Donc le tissu est c'est assez large comme influence. Mais bon, Coalesce, donc nos cocos, c'est un groupe donc qui a eu une existence très compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de changements de fin de line-up, de mecs sont partis, qui sont engueulés, ils ont splitté genre au bout d'une première tournée, puis ils sont reformés, puis voilà. Donc ça a toujours été très compliqué parce que de la vie du chanteur, ce qui s'est surtout passé, c'est que lui, dès le départ, en fait, il avait un peu l'intention de faire
un groupe, d'une manière assez sérieuse, d'en faire une sorte de carrière, en fait, à partir du moment où ça a commencé un peu à on va dire après la sortie du premier album et qu'il y a eu un petit peu d'intérêt dans le groupe, il se dit genre: «Ah putain, mais il faut qu'on fasse ça sérieusement» et en fait, les autres gars, bah, ils ont jamais vu ça comme étant un truc sérieux parce que eux ce qu'ils veulent, c'est juste s'exprimer artistiquement et puis pas essayer de faire grand chose d'autre. Donc du coup, ça donne une carrière un peu en dents de scie, mais en termes de qualité, on est quand même resté très, très stable. Donc que ce soit le 1 album, qui dure que 20 minutes, hein, d'ailleurs, Functioning on Impatience, qui commence avec un rythme monumental, avec un gros final où en fait, le morceau démarre avec une batterie et juste la voix, où le chanteur avec sa son énorme voix très, très rauque en fait, commence à poser sur une batterie vraiment super décalée et finit par la phrase «You can kill us all» et puis après ça démarre vraiment, mais avec un riff ultra genre toujours un peu genre chaloupé. C'est genre c'est brr, brr, il y a si tu essayes de suivre le rythme, tu te rends compte très vite que les mecs, même s'ils sont ensemble, ils sont toujours un poil en décalé et ça va vraiment être la constante avec ce groupe. C'est toujours un peu en groupe en décalage, en fait, que ce soit autant d'un point de vue purement musical, parce qu'ils jouent pas du tout sur des rythmiques, de base, enfin des rythmiques basiques, hem et autant dans leur attitude et puis dans leur discographie. C'est quand même un groupe super étrange, hem, par rapport à plein d'autres, puisque tu regardes la voix, c'est une voix donc très, 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 très rauque, mais pas du tout, enfin qui est plus orientée hardcore au final, qui est d'ailleurs sûrement influencé beaucoup par Earth Crisis, donc un des groupes de hardcore, de métal hardcore vegan straight edge extrêmement influent. Et donc tu as cette voix qui finalement correspond bien à un groupe de métal hardcore, puis derrière, tu as des riffs qui sont un petit peu, rock and roll, rock sudiste, et puis un groove très étrange. C'est des mecs qui revendiquent l'influence de Tool, par exemple, dans leur sonorité, donc un truc qui a rien à voir avec le hardcore et tu regardes leur musique et ça prend du sens, en fait, d'avoir, de citer autant Earth Crisis que Tool. Hem Ouais. C'est un groupe qui est toujours, en le cul entre plein de chaises, même si bon, alors l'influence de groupes comme Dead Guy par exemple est assez évidente au début. Très vite je trouve ils sont très, très, très écartés en fait de cette tendance-là et c'est pour ça que pour moi c'est un groupe de hardcore «chaotique» entre guillemets parce qu'ils viennent de ce milieu-là, mais finalement, c'est plus tant que ça le cas après, au bout de 2-3 albums et particulièrement à partir de Hoax dont on va parler ce soir, puisque, bah, voilà, Hoax c'est un petit peu, c'est pratiquement un album de blues pour moi, mais un album de blues fait par des mecs qui ont écouté beaucoup, Dead Guy, qui sont via sortis de la même époque que Converge, mais il y a quand même un gros côté finalement country blues, qui ressort surtout les mélodies de guitare et puis tout le côté très, très noise en fait, du groupe. Donc Coalesce, c'est un petit peu un groupe à part, hein, mais Hoax, c'est un album, qui fait date puisque c'est un même si c'est un album qui pour beaucoup quand il est sorti était juste un album de Coalesce de plus, ce que j'arrive pas à comprendre personnellement parce que, enfin, j'ai écouté les autres quoi. D'une, c'est celui que je préfère, mais en plus, je trouve qu'il est quand même très, très, très différent et c'est un album qui est du coup leur dernier, puisqu'ils ont sorti après un EP, très, très vite, qui était en fait de chutes de studio de morceaux qui avaient été enregistrés et composés à la même époque et après ça, plus rien, ou en tout cas plus rien, puis après ils se reforment, ils font des dates occasionnellement. Encore une fois, parce que voilà, eux, c'est vraiment à l'envie et pas plus que ça, quoi. Il y a pas d'envie de carrière ou de continuer à se con enfin, pas à se convaincre, mais à se forcer de dire genre: «OK, on va tourner, cette année et puis l'année prochaine, on enregistre un disque et puis on continue et encore et encore et encore». Eux, voilà, ils sont pas fatigués, ils ont essayé de se renouveler et bah, je trouve qu'ils ont bien fait parce que pour le coup, Hawks pour moi c'est l'album du renouvellement, surtout quand tu compares au reste de la discographie, qui est très, très bien, mais qui est très, très, très différente. Donc ben, autant le premier morceau du disque, à la rigueur, pourrait te convaincre qu'on est face à un disque de hardcore chaotique parce que, ben, voilà, il y a une grosse attaque de la voix, les guitares sont un peu plus rentre dedans, la rythmique aussi est genre ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-tam. Tu pourrais te dire genre: «Ah bah voilà, voilà, ça va être un groupe de hardcore». Puis en fait, dès le deuxième morceau,
non, ça va être autre chose. Ça ralentit d'une manière un peu étrange, les riffs des guitares, en fait, commencent à presque disparaître pour devenir beaucoup plus noise. Quand tu prêtes attention, finalement, au mixage, c'est surtout la basse qui domine plus que les riffs, d'ailleurs. La basse qui est surtout sur le côté, gauche et la guitare qui est dans le côté droit, quand tu écoutes au casque et au final, la basse est d'ailleurs plus présente, d'un point de vue sonore que la gratte. Les guitares, très souvent, elles sont en train de faire des gros effets bizarres, le type est vraiment parti dans son monde. Ce qui est d'ailleurs très, remarquable en live puisque pour avoir vu un petit peu de vidéo, heu, le gratteux, c'est peut-être le mec qui touche le moins son instrument du lot, en fait. Eux, ils sont tous, genre super calés et lui, c'est genre c'est très, très à part. Ça a rien à voir avec, des groupes, ben, comme, ben, Botch, par exemple, ou, même si, la basse a aussi une part, gigantesque dans le son du groupe, le gratteux, il joue aussi des gros riffs de ouf quoi, avec plein d'effets, c'est très impressionnant, surtout en live et Coalesce, on est vraiment dans le comment dire? L'expressionnisme quoi. Ouais. C'est beaucoup plus au feeling. C'est un truc d'ailleurs qui est vachement revendiqué d'ailleurs, par le gratteux quand il est en interview, pour eux, le fait d'être totalement dans la rythmique, en fait, c'est pas la préoccupation principale, c'est vraiment une question de feeling toujours et encore et encore. Ce qui d'ailleurs pour moi fait que le disque est plus un disque pratiquement de blues d'un point de vue musical qu'un disque de hardcore. Eux se revendiqueraient d'ailleurs beaucoup plus du punk et d'ailleurs ont aucun intérêt pour le métal. Ils ont beau avoir, quelques influences, qui sont métalliques, ils se reconnaissent pas du tout dans des trucs, dans les trucs métal puisque d'ailleurs encore une fois en interview le gratteux explique que, bah, le métal c'est la musique de la répétition. C'est-à-dire que quand tu composes un morceau de métal, tu veux sur scène, tu vas leur produire exactement pareil, quoi. Je dirais que c'est un peu comme un morceau de musique classique, quoi. Tu es vraiment face à ta partition et puis tu l'interprètes telle quelle. Hem, Bien sûr, dans le classique, il va y avoir l'impact du franchement du chef d'orchestre qui va changer les choses au niveau de la place prépondérante qu'ont avoir certains instruments par rapport à d'autres, mais ça reste quand même une interprétation claire des partitions et le métal, c'est vraiment encore plus strict que ça, quoi. C'est uniquement les partitions et rien d'autre et eux, les partitions, enfin non, quoi. Enfin, il y en a, hein, sûrement, mais pour le coup, c'est pas du tout ils sont pas du tout dans ce délire-là. Donc ouais, c'est un groupe vraiment un peu à part, mais que je veux recommander très, très fortement parce que je trouve que l'album est fascinant. Il y a toujours un truc entre de morceau en morceau, en fait, ils se renouvellent constamment. Il y a plein d'idées. Et pourtant les morceaux individuellement sont très cohérents en eux-mêmes, mais parce qu'ils obéissent à un groove et qui leur est propre. Ils sont toujours, focalisés sur quelque chose. Dès le départ du morceau, va y avoir une manière on va rentrer dans une espèce de hoquet, en termes de rythmique. On va être toujours un petit peu genre brr, brr, et Ouais. puis ça va amener à quelque chose de finalement très unique et très, très cohérent en soi. Donc tu te demandes à chaque fois genre où est-ce qu'on va et en fait on s'en sort toujours, en fait. Hem, le disque, au final, pour 14 morceaux, dure qu'1/2 heure, pas parce que, ça fonce à plus qu'en foutre, mais justement parce qu'ils prennent que des détours, en fait. Genre le début Oui. c'est comme un parcours sinueux dans les montagnes. C'est vraiment, je veux dire, genre, OK, bon, la piste, elle est là et après ils vont ils sont toujours à partir dans leur propre, à suivre leur propre instinct. Mais comme c'est un groupe qui finalement se joue pas justement beaucoup au feeling, eux même disent en interview que enfin les morceaux sont souvent le résultat de compositions fait qui sortent de jam en fait et ça s'entend vraiment très fort. Dans tout le disque, il y a toujours une recherche de cohérence en termes de l'émotion, mais le morceau est souvent bien plus guidé, en fait, par la rythmique et la voix, en fait. C'est surtout la voix qui va marquer le et la voix la batterie, en fait, qui vont vraiment marquer le coup. Hem et la basse et surtout la guitare, en fait, vont être beaucoup plus, toujours à proposer 1000 idées, en fait, à la minute, quoi. À dire genre: «Ah, oh tiens, tu vois, tu as cette,
cette dissonance-là. Oh tiens, on va utiliser quelques notes de clavier sur ce passage-là uniquement. Hem, c'est vraiment très, très intéressant et ça donne du coup un disque qui te prend toujours à revers et donc du coup, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Ah là là, c'était, compliqué, enfin, étrange et compliqué. Ah bah oui. Hem, parce que j'ai à la 1re écoute, je me suis dit: «Mais c'est un album de petits malins et puis c'est tout». Et parce que tout ce que tu as décrit, toute cette finesse technique machin, j'ai un tout cette fait qui passe finalement que par les détours et bah, ça m'a, finalement, moi je trouve qu'au final, c'est constamment une espèce de démonstration, technique, artistique, de maîtrise, d'effets et qu'au final je rentre pas dans les compositions et tout l'historique du groupe et ce que tu as évoqué me fait penser que leur énorme influence jazz, parce que pour le coup, c'est comme ça moi en tout cas que je l'ai perçu avant de me renseigner sur le groupe, fait partie de ces choses qui me perdent. J'ai l'impression de passer à côté du truc, de pas avoir, les codes. C'est terrible parce que le son lui-même ne me rend pas, est plutôt un son que je pourrais apprécier, mais j'ai constamment l'impression que l'album me perd. Il veut me montrer un truc que je vois pas et il me zappe l'émotion du coup et je comprends pas pourquoi et ça m'énerve. Je suis pas si surpris que ça, mais en fait, pour moi, il y a c'est peut-être mar ouais, c'est marrant parce que pour moi, je trouve pas que ce soit si enfin, c'est technique si tu peut-être que si tu connais plus la gratte, mais en fait, c'est pas tant la préoccupation du truc. En fait, ils sont vraiment toujours ils sont toujours uniquement intéressés par ouais, c'est vraiment un côté émotionnel qu'autre chose, hein. Et C'est comme bah pour moi. Mais en même temps, c'est la même chose que pour moi dans un disque de jazz, c'est-à-dire que même si, je reconnais tout le talent, les prouesses techniques des musiciens, en fait, je ressens plutôt quelque chose à l'écoute du disque puisque je me préoccupe de savoir si c'est compliqué ou pas de faire telle note ou d'enchaîner sur telle mmh, gamme, en fait. ouais, ouais. Hem, pour moi, il y a toujours vraiment un feeling qui triomphe au-delà même de la question «Est-ce que c'est complexe ou pas?» Genre, je reconnais qu'effectivement c'est complexe, hein, il y a pas de souci à avoir. Mais ça me c'est pas ce qui ressort le plus en fait du disque, quoi. Ah bah, moi c'est, alors c'est pas c'est si, ça fait partie du truc, ça fait partie de la production du disque. Tu sais que, comme tu dis, ils font beaucoup de jam, donc ils improvisent au moment du studio, ils composent en même temps qu'ils «enregistrent» entre guillemets, heu et je pense que ça et du coup, ils stabilisent finalement les morceaux, à la volée et je pense qu'au final, c'est un des trucs qui en plus moi me et je trouve que ça se sent, comme tu dis dans l'album, oui ça se sent, mais ça se sent avec ça, plus leur côté technique, leur volonté d'aller chercher, de travailler d'une certaine manière, moi, l'émotion, je passe complètement à côté. J'entends bien toute la valeur, tout je sens, comme je te dis, la capacité, la puissance, la maîtrise des choses. Ça me parle pas. Ça me parle horriblement pas, émotionnellement parlant, j'ai 0 feeling. Je trouve qu'ils sont, à cette forme de distance, de créative que j'aime pas personnellement, vraiment qui est une question de feeling très personnel Mmh mh. et heu et je trouve ça me frustre un peu parce que je sens, tu vois, je vois le truc et je me dis que je passe à côté de quelque chose. C'est possible et d'ailleurs je pense que ça m'étonne pas tant que ça au final parce que c'est un groupe qui arrive enfin qui est vraiment comme je disais le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que j'imagine très mal en revanche quelqu'un qui écoute des trucs très techniques, écouter ça et dire: «Ah j'aime bien». Ouais. Parce que pour le coup, enfin, à part si c'est une personne qui écoute du free jazz et Oui. ou des trucs un peu noise, genre ce qui sort sur le label Tzadik de John Zorn, par exemple, ce genre de machin, là, pour le coup, ils écouteront Coles et ils font genre, «Ah bah, non, c'est simple ça». Parce que pour le coup, Tzadik, ça sort des trucs encore plus ouf, quoi, et encore plus, conceptuels. Alors que des trucs justement qui vont être beaucoup plus techniques, surtout dans le métal, par exemple, je pense à Dream Theater ou même des trucs comme Between the Buried Enemy, ou Periphery, tu vois? Les gens qui écoutent ce genre de groupe, en fait, ils vont rien trouver de ce qui les intéresse dans Coalesce pour moi. C'est des gens qui vont plus chercher quelque chose une sorte de maîtrise et de pureté, en fait, dans le jeu.
qui est pas du tout présent dans Coalesce en fait. Coalesce, je pense que c'est un groupe qui n'hésite jamais à mixer des trucs complexes à des trucs beaucoup plus simples. Genre l'introduction du troisième morceau, donc Wild Ox Moan, ça commence Ouais. par un espèce de truc genre country, genre qui Ouais, est mais seulement très simple à jouer, d'ailleurs qui sonne comme un sample. Et quand on leur a posé la question d'interview, genre ah ouais, il sort d'où ce sample? Il nous fait genre, le mec il fait genre non c'est pas un sample, c'est moi qui joue. Et pourtant tu vois, tu as l'impression du coup comme le feeling est tellement étrange et différent du reste du groupe, tu pourrais te dire genre ah bah ça sort d'un disque de country. Et en fait non non, c'est juste eux qui jouent comme ça. Il y a plein de passages en plus dans le disque où ça fait des ralentissements de cowboy en fait. ouais, T'es mais tu c'est je trouve ça très, je suis plutôt sensible à une certaine forme de country, mais je trouve ça très, très, très perturbant hem, cet ag je te dis, on en revient à la question de le mot est pas juste, agglomérat, c'est pas très poli, mais cet agencement qu'ils font de tous les styles et cette espèce de recherche quasi constante, il y a un il y a un vrai, vrai truc, tu vois, qui finalement, comme je dis, qui me ressort, qui me sort du truc. d'accord. Mais c'est pas mais je te dis, j'ai plus la sensation, moi, de passer à côté du truc, de pas être assez, fin, cultivé pour le prendre le truc. C'est frustrant et en même temps, est-ce que je vais en écouter un autre? Je crois pas parce que ça m'a trop il y a une forme de distanciation. J'irai en écouter un autre parce que je sais que ça me titille un peu trop. Mais tu vois, celui-là, j'y suis pas. Beh, écoute, surtout, en fait, c'est peut-être que j'ai aussi la question du contexte, alors après, je pourrais pas dire non plus, parce que ça je pense que quand même Hawks, c'est le premier disque de Coalesce que j'ai vraiment écouté. J'ai dû entendre des morceaux de Ah Coalesce ouais? avant d'écouter Hawks. Ouais, à l'époque, je pense que c'est un groupe auquel je suis passé un peu à côté, et quand ils ont sorti l'album, donc c'est un disque quand même pourtant sorti, enfin plus récemment que le reste, hein, qui est sorti en 2009. Là, c'était vraiment le gros retour et je sais que, ben, le magazine, c'était New Noise, ou peut-être même Versus encore à l'époque, donc ça remonte à quelque temps et les avaient interviewés, il y avait plein de gens autour de moi qui étaient vraiment contents du retour de Coalesce, donc j'étais genre: «Ah OK, bon, bah, j'avais jamais vraiment tant écouté que ça». Parce que justement la discographie est super étrange. Un truc que j'ai pas mentionné d'ailleurs dans ce groupe, hein, c'est que t'as le premier album, donc qui est pratiquement un EP. Ensuite, t'as un deuxième album, donc 012 Revolution in Just Listening, qui est sorti sur Relapse, donc qui a commencé leur relation avec Relapse Records. T'as plein de petits split EP avec différents groupes. Je crois qu'ils avaient fait d'ailleurs avec Converge il y a longtemps, puis ils en ont aussi fait un avec Napalm Death. Enfin, ils ont partagé l'affiche avec plein de trucs qui étaient plus extrêmes. Et, et en fait, au bout d'un moment, avant de se séparer, ils ont enregistré un EP de reprises enfin un EP qui d'ailleurs qui est devenu un album après, de reprises de Led Zeppelin. Ouais? Et donc du coup, tu as des reprises de Led Zepp par Coalesce qui sont très proches en fait, quand même, ils bousculent pas totalement la structure des morceaux, mais donc tu as un Wall Lola Love avec la voix de Sean Ingram, donc avec la voix du mec de Coalesce dessus. Enfin moi je trouve ça vraiment charmé. Le Guerrero Grato d'ailleurs explique en fait cette volonté d'avoir repris Led Zepp en fait comme étant une manière pour lui en fait d'expliquer la musique de son groupe à son père. C'est-à-dire qu'il est de l'idée qu'en fait, que quand tu fais des reprises, en fait, tu ajoutes en fait son interprétation à un répertoire en fait, qui est un répertoire classique, et donc du coup c'est une manière en fait de réinventer et de redécouvrir en fait, et c'est un Ouais. peu une manière, un cycle de renouvellement perpétuel et hem et donc de rechercher enfin, de rechercher le nouveau dans l'ancien, quoi. Et donc du coup, c'est peut-être alors j'avais hésité d'ailleurs à mettre ce disque-là de reprise de Led Zepp, en fait, plutôt que celui-là. Mais je me suis dit genre: «Ah ouais, mais il y a peut-être qu'Alé parce que du coup, il connaît bien les originaux et donc du coup, ça ferait un peu bizarre, pour lui d'écouter du coup des versions, qui sont pas si éloignées que ça des morceaux de Led Zeppelin». Ouais. Et je savais pas comment tu leur approchais, mais en fait, quand tu vois leur discographie qui commence donc du coup dans un truc qui est plus proche de Converge, puis ensuite qui se dirige vers quelque chose de encore plus alambiqué et bizarroïde, puis ensuite ils font des reprises de Led Zepp, tu dis genre: «Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe putain? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'on va?» Puis les mecs s'arrêtent, puis se reforment des années plus tard en disant genre: «Bon bah voilà, on a tous des enfants, on est tous papas, on a tous autre chose à foutre, mais en fait on va envie de faire de la musique ensemble». Parce qu'à l'époque, en 2007, ils avaient déjà 10 enfants, tu vois? Entre Ouais, ouais. 4. Donc les mecs après ils ont fait genre: «Bon bah on est reparti avec pas de papa, désolé, hein, on a d'autres trucs à faire».
C'est assez marrant d'ailleurs quand, ils se font interviewer en 2007 en fait, et ils ont même pas encore en projet de faire, ils ont sorti juste, un EP de titres. L'intervieweur donc de New Noise leur demande genre: «Alors vous allez faire un nouvel album?» Et le gratteux fait genre: «Bah écoute pour l'instant, je suis en train de commencer une thèse, avec un professeur de la Sorbonne donc, là j'en ai pour 4 ans encore». Tu fais genre: «Quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Au final, bah, voilà, 2 ans plus tard, ils enregistrent quand même, Hoax et puis, ben, 2 ans après, ils font ou même là, 1 an après, ils font genre: «Bon, bah, on s'arrête». Puis l'année d'après, c'est: «Bon, OK, on revient mais juste pour du live». Heu, donc il y a vraiment uniquement une volonté non pas d'impressionner, mais vraiment de faire uniquement genre: «OK, on a envie de faire des trucs maintenant, OK, on le fait». Mais, on n'est pas là pour les sbroufs, on n'est pas là pour essayer de prouver quoi que ce soit à quiconque, on est vraiment juste là pour se dire genre: «Bah, écoutez, si vous voulez nous écouter, on est là, on a des trucs à raconter, sinon, bah, écoutez, on fera autre chose après, hein». C'est pas, c'est vraiment pas tu sens plus l'attitude punk, en fait, dans leur Ouais. finalement, dans leur attitude par rapport à leur entre guillemets «carrière», ce qui, pour le chanteur était, pas un gros mot, mais en fait, je pense pour le reste du groupe était un peu genre: «Une carrière? C'est quoi une carrière? Genre non, on fait d'autres trucs». Ils sont vraiment genre, la musique c'est une expression artistique, puis le reste, c'est la vie, c'est nos enfants, nos boulots, c'est vraiment une attitude totalement différente. Mais, je trouve quand même que enfin, Hawks, si on veut rentrer dedans, peut-être que enfin, encore une fois, toujours avoir un peu l'introduction et peut-être toujours un peu mieux pour rentrer dans un disque. Ouais. J'ai toujours cet avis-là et pour moi, en fait, c'est vraiment une BO de western, en fait. Alors c'est une BO Ouf. western un peu étrange, mais c'est une BO western. Il y a beaucoup d'éléments en fait, proches du langage du western dedans, que ce soit en termes d'utilisation de références, donc du coup à la country, au blues, au bluegrass, dans les mélodies, mais aussi en fait dans des gros moments en fait, dramatiques de ralentissement. Tu as 2 moments clés dans le disque où ils utilisent la cowbell quoi, et même un gong d'ailleurs dans le morceau The Purveyor of Novelty, donc qui doit être le morceau 6 ou 7. Ouais. Puis vers la fin en fait, durant, Dead is Dead, tu de renouveau espèce de passage funéraire. Tu même un moment, dans le morceau juste avant où t'as des chœurs genre: «Ouh, ouh, ouah», et là pour le coup pareil, c'est enfin tu pourrais voir ça comme étant un élément, un emprunt au hardcore avec en gros les gang vocals, mais en fait c'est plus un truc de passage de blues en fait, qu'un passage de hardcore, même si tu peux très bien faire le rapprochement entre les 2. Mais c'est ce genre d'emprunt en fait à, l'imagerie, blues ou, l'imagerie du western en fait qui pour moi explique plus le disque, bien Ouais. que, en dehors de enfin moi du terme que j'emploie, il y a pas vraiment trop d'autres éléments pour le supporter. Ceci dit, enfin au-delà du fait qu'ils viennent de Kansas, du Kansas donc du sud des États-Unis, Oui. le disque en lui-même, en tout cas le livret est, superbe puisque, tu as aussi beaucoup justement de photos de plaines et en fait d'images tirées justement dans la région d'où ils viennent et qui sont, perforées de symboles. Alors ça Ouais. c'est peut-être compliqué à expliquer, mais genre par exemple quand tu ouvres la première page, tu as donc cette photo, d'un lac avec derrière dans le fond des grands arbres et en fait tout le milieu en fait est perforé d'une étoile avec après des petits triangles en fait, tout autour, et c'est pareil en fait une fois que tu passes à la seconde page, pareil, c'est une autre photo qui est perforée d'un autre, d'un autre symbole. Alors donc, ce qui se rapproche d'ailleurs de la pochette du disque, donc qui est juste un espèce de gros pentagramme avec plein de symboles, mélangés et en fait, tu les retrouves du coup, à travers tous les bouts en fait de symboles qui sont sur la pochette. Tu la retrouves en fait individuellement perforées dans les images en fait du livret. Ah ouais. Heu Ce qui du coup, en fait, amène la question de savoir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec les symboles ou est-ce que c'est juste des mecs qui ont beaucoup aimé Tool et donc ils se disent genre: «Bah, attends, on va faire des trucs aussi conceptuels que Tool, mais bon, pas forcément vous donner les clés pour comprendre ce qu'on veut dire, ou même si on a envie de dire quelque chose, parce que c'est juste joli». Pour le coup, je pourrais pas, répondre à la question, j'ai pas forcément, creusé à ce point-là les paroles pour, comprendre si, il y avait une recherche. Je doute un petit peu d'ailleurs parce qu'en fait, j'ai l'impression que le chanteur, écrit ses paroles très séparément du reste du groupe.
Et donc du coup, s'il y a une thématique quelconque dans la musique, elle est pas forcément, reflétée dans les paroles. Ouais. En tout cas, pour moi, le côté un peu country western, en fait, c'est un peu la meilleure porte d'entrée qu'on peut avoir, par rapport à Coalesce, en partant du principe qu'on est face à un groupe qui, essaye de prendre sa propre direction dans le punk et le hardcore, sans regarder un peu autour d'eux et se dire genre: «Eh mais personne n'y fait ça, est-ce qu'on va pas se planter?» Et genre, bah, pas de question de se planter ou pas, en fait, c'est juste une question de faire de la musique et puis point barre. Mmh. Hem, Ils ont donné des concerts en Europe, hein, là, ils reviennent, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler, parce qu'ils Ouais. reviennent, c'est miraculeux. Un vrai, une vraie surprise, même si j'avais ouï dire que les gars étaient en train de se remettre un peu en activité, par une source, que je ne nommerai pas. Mais, là, pour le coup, ils vont donc faire, un concert au Roadburn. Forte chance que ça s'accompagne d'autres dates un peu en dehors du Roadburn, mais en tout cas, ils seront au Roadburn en 2026, donc à Tilburg, aux Pays-Bas. Et bah, il y a de fortes chances du coup ils fassent, des dates ailleurs, mais ils avaient pas été en Europe depuis 2009 et pour le coup, ils avaient été en France, ils avaient fait qu'un Hellfest. Hem Et quand tu regardes, une vidéo donc de l'époque, qui a été filmée par un mec qui avait la pire caméra possible. Tu vois la vidéo, tu fais genre: «Ah OK, donc tu pouvais pas zoomer encore plus?» Tu genre le mec il était méga loin et il a fait genre: «Attendez, je vais zoomer». Le son est horrible, et tu perçois à peu près ce qui se passe sur scène, mais pas tant que ça. C'est vraiment pas ouf, mais bon, c'était en 2009, hein, la technologie est un peu différente maintenant. Et et pour le coup, tu as pas l'impression que ce soit enfin, qu'ils aient joué devant masse de monde, quoi. C'était probablement une programmation du Hellfest qui est le résultat d'un programmateur qui s'est dit genre: «Bon, je vais me faire plaisir, je vais payer le billet, pour que Coalesce vienne en Europe et puis, ben, c'est cool», tu vois? Parce que, Ouais. ben, le Hellfest peut se le permettre en termes de finances. Mais au final, c'était pas pour, enfin, c'était pas pour un groupe qui allait ramener énormément de monde, quoi. Ouais. Donc là, bon, est-ce que Coalesce maintenant, ça excite encore plus, de monde? Est-ce qu'ils vont ramener, des foules? J'ai envie de dire, j'en doute un peu quand même, parce que c'est quand même encore une fois un truc un peu à part. Mais, je pense que c'était l'occasion du coup d'en parler dès maintenant, Bah, puisque, ouais. ben, comme tu l'as peut-être un peu prouvé d'ailleurs avec, ton ton impression un petit peu de dire genre: «Mais c'est non, moi j'ai du mal à rentrer dedans». Bah, peut-être qu'en fait, c'est qu'il faut commencer dès maintenant. Donc commencez à écouter, Coalesce dès maintenant, allez-y, hein, je vous gênez pas, du coup, bah, il y a pas tant que ça de morceaux à écouter, hein, il y a pas tant que ça Non. de disques. Les Alors, disques d'ailleurs, je veux dire, sont plutôt courts d'ailleurs. je Oui. précise quand même, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, en soi. Juste, cette bah, non, ça dure 35, minutes, 35 minutes et 46 secondes, pour être Ouh! précis. Donc ouais, ouais, non, non, j'ai pas passé un moment, juste, bah, je passe à côté, j'ai cette horrible sensation de passer à côté. Voilà, c'est tout. Ah oui, non, mais t'inquiète, pour le coup, je pense que peut-être maintenant avec des explications que ça passerait un peu plus. C'est à voir. Comme je disais, je sais que de toute façon j'écouterai peut-être que je réécouterai celui-ci ou j'en écouterai un autre, mais parce que ça m'a trop frustré, on va dire, peut-être pas le mot juste, ça m'a trop frustré finalement de pas être vraiment de pas voir ce que toi, ce que tu viens de décrire encore plus, quoi. Donc Ah ça mais m'interpelle, ça m'interpelle. c'est comme tout, hein, des fois la musique ça prend du temps quoi et Ouais, ben, je t'encourage du coup à tester du coup, Functioning on Impatience, surtout le premier ouais, morceau en fait. Hem, Parce que je pense que c'est une super, enfin c'est vraiment une bonne claque et pour le coup c'est pas technique, tu vois? C'est juste un point dans la gueule, point barre. mmh, Ça te permettra peut-être, si tu écoutes le EP, donc bah, enfin EP album là de 20 minutes, ce sera peut-être d'ailleurs une bonne manière de rentrer dans le truc parce que peut-être que justement il te manque un petit peu le début de l'histoire pour comprendre ce qu'on arrive, à Hawks vers la fin, quoi. ouais, peut-être, ouais. Donc donc c'est à tester. Hem, Moi je trouve que l'album aussi de reprise de Led Zepp est vraiment chambé. C'est plus qu'une curiosité, hein, c'est vraiment, des bonnes reprises de Led Zepp. Ouais. Hem, alors du coup il a voilà la voix de Sean Ingram, hein, c'est un peu Louis Armstrong version punk, hein, donc c'est c'est un petit peu, c'est pas forcément la même voix comment il s'appelait déjà le chanteur de Led Zeppelin? C'était Robert Plant? Non? Robert Plant, ouais. Ouais. Donc c'est pas le même registre vocal que Robert Plant, hein, mais
Ça vaut le détour, bien plus que, d'autres reprises de groupes de rock par des groupes de métal extrême, hein, comme Six Feet Under, qui reprend AC/DC, on ne cessera jamais de recommander ce disque, c'était juste tellement stupide. Mais terrible. C'est incroyable. TNT par Chris Barnes, ça reste un des grands moments pour moi d'humour, enfin de De what the comédie, fuck et de comédie, oui. ouais, comédie involontaire quoi, Non, juste ah genre: oui, «Ah OK, bon bah écoutez si vous voulez». tu nous as Alors que tués! là, bah Coalesce, ouais, ils font vraiment leur délire, ils sont vraiment, et puis ouais, en prenant le principe de dire que c'est une réinterprétation en fait, pour finalement expliquer la musique de Mmh. son groupe au papa de guitariste, ça donne encore plus d'ailleurs de sens à l'exercice, qui pourrait être, un peu comment dire? Une volonté de Très faire style, tu vois? Alors démonstrative qu'en du fait coup. ouais voilà, il y a pas de stratégie, Mmh. c'est vraiment extrêmement personnel de dire genre: «Non mais tu vois papa, ma musique c'est ça». Et je le passer par le prisme de morceaux qui sont familiers à la génération du père, Mmh. heu, pour moi donne beaucoup plus de sens en fait au disque en lui-même. Qui d'ailleurs a été réédité sur une édition très luxueuse avec, enfin une très belle couverture quoi. Pour le coup Relapse, autant les couvertures je trouve des premières éditions des disques de Coalesce, c'était pas forcément génial, mais en fait avec le temps en fait, c'était je sais plus comment il s'appelle, le graphiste de Relapse, je crois que c'est Marco Je ne connais Lando. pas du tout. Lando, ouais, et le mec est super intéressant, il fait vraiment du super boulot pour le label, et pour le coup, ouais, tu regardes le travail qu'il a fait sur Coalesce, c'est des très, très, très belles couvertures, et qui donnent plus du coup envie, en fait, je trouve de découvrir le groupe, parce que ça donne beaucoup plus de cohérence, Mmh. ce qu'ils avaient pas forcément avant. Donc voilà, alors, j'ajouterais aussi peut-être que le chanteur de Coalesce, il a fait quelques apparitions sur des disques peut-être un peu plus connus de gens qui nous écoutent, notamment, bah, sur l'album de The Ocean, enfin un album Mmh. de The Ocean, il a participé à ça. Et sur un disque de Norma Jean, donc ben, des trucs qui ont été influencés par Coalesce. Il a aussi un nouveau groupe qui s'appelle Idle Hairs, dont le premier disque est sorti, quelle surprise, sur Relapse Records. Et qui est plus un truc de post-metal que moi je trouve pas super intéressant, mais bon, il y a des gens qui ont aimé, hein, donc ça peut être aussi un truc à tester, parce que c'est la même voix du coup que dans Coalesce, mais donc pour une musique un peu plus, entre post-rock et un truc un peu plus métallique. Moi je suis pas rentré dans le truc, hein, mais bon, il y a des gens qui sont clients, hein, donc c'est à voir. Hem Oui, que donc du coup, ouais, encore une fois, hein, Roadburn l'an prochain, donc honnêtement, ça vaut le déplacement. Enfin, pour le Ouais. coup, Coalesce, encore une fois, hein, là, c'est un miracle qu'ils se reforment et qu'ils décident de rentrer en Europe. D'autant plus que quand tu vois des interviews d'eux à l'époque, quand ils étaient en Europe, ça avait l'air d'être, un petit passage touristique, presque, sympa pour eux pour jouer quoi, mais qu'au final, il y avait pas du tout la volonté de dire genre: «Oui, on arrive sur ce marché pour, tu vois, intéresser les gens, puis on va revenir», genre, bah, non, c'est genre on est là, on fait les dates et puis, bah, après on rentre chez nous et puis on va s'occuper de nos enfants, quoi. Ouais. Hem, Encore une fois, 4, 10 mômes sur, divisé par, 4 gars, ça fait quand même au moins 2 gamins par personne au minimum. Oui. Donc, bon, Si des papas un peu modernes, ça occupe. oui, voilà, et puis d'autant plus que le chanteur, au final, même si c'est le mec qui a été le plus occupé, en termes de sorties musicales, il a 2 entreprises qu'il a développées, qui sont liées, en fait, à la musique, hein. Je crois qu'il a un truc de skate et puis il a non, il avait un truc lié à un sport quelconque, je sais plus ce que c'est, et enfin bref, c'est un mec qui est vraiment très occupé, Ouais. donc pour le coup, voir Coalesce, je pense surtout en Europe, c'est un peu la une des seules occasions avant qu'ils décident de dire genre: «Bon, on arrête les frais parce que, ben, voilà, on a autre chose à foutre, quoi. On est un peu vieux, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est sympa, mais bon, nos femmes après nous attendent, les enfants, voilà, ils sont un peu plus vieux, mais bon, quand même». Donc bon, je vous encourage vraiment à tester la discographie Coalesce. Peut-être que c'est pas la meilleure porte d'entrée, mais vraiment tester ce groupe, et manquez surtout pas leur passage Roadburn si vous êtes dans le coin parce que ça va être sûrement très bien. Exactement. Je pense donc que maintenant nous allons basculer à Marocco qui devrait nous amener encore une conversation à mon avis qui peut être intéressante. Marocco à moi de ce soir, c'est l'album The Surface Seems So Far de Seeter. Those cold eyes make me shiver. They mold
Alors, comment je suis tombé sur cet album? En vérité, Seether, c'est un groupe que j'écoutais, vous savez, que ce genre de groupe qu'on écoute toujours d'une oreille, plus ou moins, distraite, dont on jette vite fait une oreille pour, quand une sortie est annoncée, et on écoute ça. Mais quand celui-ci est sorti, parce qu'il est relativement récent, il y a un an, il a quand même un an, je précise, j'étais passé un peu à côté et le hasard a fait que c'est revenu dans mes oreilles. Et je me suis rendu compte que ça faisait 3 albums que je n'avais pas fait attention aux sorties de Seether. Et je dois vous avouer qu'en réécoutant donc cet album-là, j'ai été extrêmement surpris parce que ce qui me plaisait vaguement dans les albums précédents, trouve dans celui-ci une forme d'équilibre et quelque chose que j'aime un peu plus que les autres, quelque chose d'un peu plus abouti. Et du coup, bah, je me suis dit: «Écoutons le reste de l'album» parce que l'ouverture, Judas, qui est leur, le l'EP qui était sorti, de partout, Judas Mine, m'avait vraiment donné envie d'écouter l'album. J'ai écouté l'album et je trouve qu'ils ont vraiment atteint un point d'équilibre avec leur composition, avec les 2 gratteux qui jouent sur 2 guitares 6 cordes, qui est un peu leur marque de fabrique, et je trouve qu'ils arrivent enfin à avoir un son, quelque chose, qui est vraiment eux et qui fait pas juste lié à leurs influences qui certes est très agréable à écouter, mais sans beaucoup plus. Ils commencent, je trouve, avec cet album à avoir quelque chose à eux d'un peu plus fort, d'un peu plus intéressant. Seether quand même va donner un tout petit peu de contexte, c'est un groupe qui est donc classé à mon tour de trouver des appellations un peu bizarres, post-grunge, alternative metal ou alternative rock, voire nu metal. Qui est origine d'Afrique du Sud, qui a été créé en 1999, mais dont le line-up a alors bougé un peu, mais surtout un des gros, surtout le batteur qui était pas là à la fondation du groupe, qui est là depuis très longtemps maintenant et qui amène quand même beaucoup de choses. Pour le reste, on a, 2, gros, le bassiste est là depuis quasiment le début et le lead vocal aussi est là. Et c'est le deuxième guitariste qui a beaucoup changé, c'est vraiment avec l'apparition de ce deuxième guitariste, Corey Lovery, que je trouve que leur son avait commencé à évoluer et qui atteint là, sur cet album, cette forme d'équilibre. J'aime cette façon qu'a l'album d'être easy listening, facile à écouter, c'est cool, j'aime bien la tonalité. Alors après oui, certains, je sens que tu sais ce que tu vas dire, vont trouver que finalement, c'est quand même juste affreusement classique, banal et sans grande originalité, mais je trouve que c'est quand même hyper agréable de temps en temps de se mettre un album comme ça dans les oreilles. Du coup, et toi donc, qu'en as-tu donc pensé de Seether, The Surface Scene of So Far de 2024? Alors moi, j'avais jamais écouté Seether avant parce que, en fait, j'avais vu passer le nom pendant plein de fois et j'avoue que j'utilise beaucoup, les sites de news, pour déterminer des fois si je vais écouter un groupe un peu populaire ou pas et mon indicateur, et peut-être que c'est à tort, c'est de voir avec quel groupe en fait, ce genre de groupe tourne. Et Ouais, donc, pendant très longtemps, du coup, je voyais passer le nom et j'ai jamais écouté. Et quand j'ai re-regardé donc dans le site de news que j'utilise tout le temps, qui est The PRP, hein, ça fait plus de combien, 20 ans maintenant que je regarde ce site tous les matins, quoi. C'est chacun ses habitudes. Moi, ça fait ouais, au moins 20 ans que je regarde theprp.com tous les matins. Et je regarde le site, je cherche Caesar et je regarde avec qui ils ont tourné. Et j'ai vu les noms Nickelback, Stained. Et là, je vais ah bah c'est pour ça que j'ai jamais écouté. C'est pour ça, c'est parce que, bah, voilà, forcément, c'est un peu difficile. Alors après ça, du coup, j'ai regardé un petit peu la bio du groupe, j'ai vu que, ben, le mec, donc le songwriter principal, donc le chanteur gratteux, revendiquait beaucoup Nirvana, ce qui, à l'écoute du disque, m'a un peu paru bizarre, parce que tu dis genre, bah, c'est pas très Nirvana, à la rigueur, oui, il y a des structures à base de genre, pour le couplet, je suis un peu mélodique et je calme le jeu, et puis hop, pour le refrain, j'en balance un petit peu la sauce. Bon voilà, c'était un peu la dynamique qui a popularisé Nirvana dans les années 90, mais bon, c'est pas forcément enfin, surtout en 2025, quoi, c'est un peu un truc banal maintenant, tout le monde fait ça, hein, Korn ouais. l'a repris après, enfin tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc bon, heu et puis j'ai regardé sur le subreddit de Caesar. Parce que je voulais savoir du coup, mais alors les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les fans de Caesar, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et donc du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi.
après avoir vu leur avis, pour dire qu'effectivement, ben, c'est différent. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Le seule différence, et tu l'as vu dans mes notes, c'est que de l'avis général, c'est le pire album de Caesar. C'est marrant ça. Ouais, Ça quand m'a tu me fait l'as marrer. dit, moi j'ai été très surpris parce que, je me souviens de, Paris the Poison, ouais, c'est ça, qui était un de leurs albums, qui était un des plus connus, non, Poison the Parish, dans le bon ordre, c'est Ouais. mieux, de 2017. Moi, celui-là m'avait fait, l'effet d'être, bof quoi, tu vois? Hyper anal. Il est souvent cité comme un de leurs meilleurs et moi je trouve qu'il est pas bon. Je trouve que qu'il est pas bon. Il me parle moins quoi et du tout le monde est en par contre, tout le monde est d'accord sur Disclaimer 2, qui est un de leurs tout premiers albums. Mmh. Qui lui par contre, ouais, je suis d'accord, pour le style, c'est sûrement le plus sympa, même si je trouve que justement, il y a beaucoup plus de Disclaimer 2 dans ce dernier album, dans The Surface Seems So Far, qui est justement mais d'une façon plus aboutie, plus stable, plus intéressante au final que Disclaimer 2. Je suis pas un fan du groupe, donc moi je le perçois vraiment de façon très, anecdotique, Mmh. mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, à l'inverse, tu vois, j'ai eu envie de me dire: Ça vaut une reco parce que il y a quand même quelque chose à retirer de ce groupe et à écouter dans ce groupe. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, personnellement, enfin, c'est pas du tout mon truc, hein. Ouais, J'ai vraiment beaucoup de mal à écouter le disque, 2 fois. Autant les premiers morceaux, à la rigueur, ça va, à la rigueur, mais un peu en musique de fond, quoi, en termes de genre, bah, c'est pas très original, mais ça passe. Et puis vraiment, enfin, finir le disque à chaque fois, c'était vraiment pénible, quoi. Enfin, ça m'a vraiment causé des mal de crâne parce que c'est vraiment dire genre: «D'accord, OK», genre, parce que pour le coup, je suis d'accord, en termes de stabilité, pour le coup, l'album est stable. Mais c'est un ouais, peu, je trouve ce que je peux comprendre très bien dans l'avis négatif des fans, c'est que, bah, c'est tellement stable, en fait, que tu l'impression qu'ils ont une formule et puis les mecs, ils ont fait genre: «OK, bah, le prochain ouais, morceau, bah, c'est la même chose» et puis voilà. Et puis le truc dure au moins 45 minutes, hein, donc quand même, faut 47,08. ouais, c'est un poil long pour un disque de 12 morceaux où tu enchaînes un petit peu tout le temps la même truc. C'est pas faux. J'ai même d'ailleurs, vu un commentaire qui moi m'a fait beaucoup rire, donc de la part d'un fan de Caesar, un type qui Ouais. poste sur le subreddit de Caesar qui a dit: «L'album de Staind de l'an dernier était meilleur». Et là pour le coup j'étais genre: «L'album de Staind de l'an dernier était meilleur, oh putain, si même un fan du groupe compare ça négativement à Staind, j'ai envie d'écouter Staind et donc du coup j'ai écouté un morceau du dernier Staind et je comprends pourquoi en fait. Parce que même si, bah, c'est Staind, hein, genre autant musicalement c'est pas possible, autant politiquement le chanteur ex-pro-Trump, enfin Oui. c'est ni fait ni à faire quoi. Le mec qui a toujours pas compris genre: «Oui, je suis cancel et tout», genre non mec, tu Tu pas con cancel, tu tournes juste dans le sud des États-Unis devant des fans de Trump et tu toujours de la thune, calme-toi. et Bref, toujours est-il que j'ai du coup écouté quand même le morceau de Staind en question et je comprends en fait, parce que le truc avec Staind par rapport à Caesar, c'est que le dernier Staind, déjà la prod est beaucoup plus moderne et beaucoup plus rentre dedans. Quand tu des riffs, agressifs, en fait, ils sont plus mis en avant, genre ils ont plus de basse derrière et quand il y a des passages agressifs, ben, le chanteur, il a fait l'effort de faire du cri à l'ancienne, tu vois? De dire genre: «Je suis pas content». Bon, moi je ça me parle pas, je trouve ça ridicule, mais c'est vraiment à l'ancienne. J'ai écouté Staind à l'époque du premier album, non, du deuxième, parce que le mmh, premier il est sorti en indé, puis après ils ont signé, et je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le premier, enfin le deuxième album de Staind, mais qui est sorti donc quand ils ont signé sur Interscope, grâce à Fred Durst de Limp Bizkit d'ailleurs, à qui on doit encore une fois beaucoup de choses, mais bon voilà, Staind. Et donc du coup, ils ont sorti ce disque, moi que j'ai écouté à l'époque, mais que je peux plus réécouter depuis. Et là, j'ai retrouvé un petit peu de ce que j'écoutais à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait le côté un peu genre agressif, groovy, et puis avec des espèces de ballades, donc je trouve très post-grunge. Alors post-grunge, du coup, ben, c'est tout con, hein, c'est tous les groupes après le grunge. C'est-à-dire que c'est tous les trucs qui, après, Nirvana, Soundgarden, Mudhoney, et Pearl Jam, ont décidé que genre, bah, c'est des groupes qui étaient quand même très variés, mais qui avaient du coup plus comme point commun pour l'ensemble de sortir de Seattle, qui étaient des groupes finalement de heavy rock, metal, qui sortaient de Seattle et qui étaient, enfin, le seul point commun au final entre tous ces groupes, c'est surtout que le chanteur avait été souffrait de dépression, quoi. ouais, On l'a malheureusement vu avec, sur le long terme, c'est un petit peu tout ça le truc complique qui les a choses, uni ouais. le groupe. Mais
à partir de là, tous les trucs après, ben, du coup, ils copient exactement les mêmes clichés, en fait. C'est là où d'ailleurs les clichés commencent vraiment à arriver. Autant le grunge, c'est pas nécessairement un son particulier quand tu l'écoutes à l'époque, parce que les groupes sont suffisamment différents pour se distinguer aisément. À partir du moment où tu arrives à Creed, ou à, je sais plus, c'est pas Three Doors Down, mais c'est un autre truc comme ça où, bah, ou 6 heures, là tu les entends quoi. Et Mmh. j'ai écouté du coup un petit peu des morceaux de 6 heures d'avant, parce que j'avais du coup jamais écouté, et là j'ai entendu vraiment l'influence Nirvana quoi. D'ailleurs c'est très marrant, avant d'enregistrer l'émission, du coup, j'ai réécouté des morceaux de 6 heures avec, un partenaire qui du coup les avait vus en live à l'époque, et Ouais. s'est rendu compte de dire genre: «Ah, le groupe chiant que tu l'autre jour, en fait c'est ce truc là j'aimais bien à l'époque». «Ah OK», et du coup elle a réécouté, enfin il a réécouté un morceau, et le truc commence, et lui dit genre: «Putain, tu l'entends l'influence Nirvana?» Et je regarde, partenaire, et elle fait genre: «Pas trop», puis le mec commence à chanter, elle fait: «Ah oui». Ah, ça devait être carrément un effect, non? C'était, je sais plus, mais c'est très marrant, genre en l'espace de 10 secondes, même pas, on est passé genre: «Bah non, ah oui». C'est direct. Alors la recommandation de d'un partenaire du coup, sur ce groupe, c'est que les premiers albums sont des bons albums à écouter en lisant Stephen King. Que ça fait très, très, très Stephen King, et je comprends, tu vois? Ouais. Mais le truc qui me reste quand même en tête, parce que pour le coup, son impression quand j'ai mis les morceaux d'abord de cet album-là, et que du coup, il avait oublié, qu'elle connaissait ce groupe, son impression principale de ce disque, c'était de dire: «Waouh, on dirait de la musique d'ascenseur». Et je trouve C'est que le point méchant. commun entre les 2, c'est que c'est vraiment des gros, enfin des chansons que tu peux mettre vraiment facilement dans le fond sonore. Et d'ailleurs, je Ouais. pense que ça rejoint un petit peu ton avis personnel, ton goût pour ce disque est justement, ben, un disque qui est facile d'écoute, et je comprends très bien. Mais moi, c'est mon problème justement, c'est qu'il est tellement facile d'écoute qu'au bout de 2 morceaux, tu fais genre: «Ah OK, d'accord, ça va être que ça pendant 45 minutes? Ah ouais, quand même. Bon». Et je comprends vraiment l'avis négatif des fans, parce que, ben, quand tu écoutes les vieux morceaux, il y a un peu plus de variation quand même au niveau des tempos, Mmh. il y a un peu plus d'entrain. Là, pour le coup, sur cet album-là, je trouve que, enfin, au niveau des paroles, j'ai toujours l'impression que le mec se plaint, mais pour pas dire grand-chose, en fait. Il dit genre: «Ah, je vais pas bien, tu parti», genre. Le morceau suivant, je vois: «Je vais toujours pas bien, et puis tu toujours parti». Puis le 3e, c'est encore la même chose, et puis à la fin, il dit genre: «Bah, tu toujours pas là, alors je suis rentré me coucher». Genre, bah, voilà, c'est la fin du disque, coucou, au revoir. Donc ouais, je rejoins ton avis sur le fait que c'est facile d'écoute, et que c'est le genre de truc que tu peux mettre facilement, en fond sonore, ou que genre, voilà, que si tu veux un disque de rock, heavy rock, moderne, bon, ben, voilà, tu Mmh. l'as, quoi. Mais en revanche, effectivement, je trouve que c'est quand même pas original du tout, quoi. Même si ça sonne moins Nirvana qu'avant, il y a quand même vraiment une présence un peu toujours du son post-grunge. Il y a quelques moments où tu entends d'ailleurs le fameux Yarling. Alors, je sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu connais le Yarling? 2. Ah, le Yarling. Oui. Est-ce que oui, donc c'est la façon de chanter du coup de chanteur de Pearl Jam, qui a été Ouais. repris à fond par absolument tous les groupes de post-grunge, donc Silverchair par exemple, les premiers Silverchair, c'en est plein. Creed, enfin le chanteur de Creed, il a décidé d'imiter, d'imiter Eddie Vedder et d'en faire une carrière. C'est Eddie Vedder plus chrétienté, moins le fond. C'est Creed. Et genre ouais, c'est ce type de chant, genre, où tu le prends vachement, comme ça: «Je vais pas bien», et ouais, 6 heures, ils le font un petit peu quand même, hein, et pas tout le temps, pas trop, mais un petit peu. Suffisamment finalement presque comme un leitmotiv, histoire de dire genre: «Regardez, on joue dans ce genre de style de musique que vous connaissez, que vous aimez bien, écoutez notre disque». Ouais. Hem, c'est un peu un groupe qui fait vachement sens, en fait, en ouverture de Nickelback. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est un groupe qui fait beaucoup de sens quand tu vas voir Nickelback, qui dit genre: «Qu'est-ce qu'on a?» «Ah, 6 heures». «Ah bah oui», Moi, j'aime c'est logique. ouais, ouais, non, Mais mais il faut bien retenir un truc, c'est que Nickelback en 2025, c'est toujours mieux que de la musique générée par IA, oui. et donc du coup,
ça remonte un petit peu. Tu vois, on a tellement touché le fond, enfin, toujours plutôt Oui. continuer à creuser, que maintenant Nickelback, c'est un peu plus au haut, en fait. C'est fou à dire maintenant, mais Non, non, mais c'est c'est toujours mieux quand même. ah, mais de toute façon, il vaut mieux toujours mieux une musique même merdique faite par un être humain qu'une musique, autre. Voilà, Ça donc voilà, au moins, quelqu'un après a fait l'effort de produire ça, voilà, de exactement. Nickelback, ils ont reçu des rochers dans la tête en Espagne, ils ont continué à se faire de c'est la vrai. musique. Tu connais pas cette histoire-là? Non? Un festival, je sais plus en peut-être vers 2010 en fait, et ils étaient en Espagne et ils ont été en tête d'affiche d'un gros fest et il y a des gens qu'on les enfin, tu sais, c'était vraiment le haut de l'époque de dire genre: «Ah Nickelback c'est de la merde». Bon, Ouais. c'est vrai, mais de là à ajouter des rochers, faut peut-être un peu se calmer et en fait, des gens ont commencé à leur jeter des trucs et le mec fait genre: «Bon bah OK, on se casse quoi». Et pour le coup, on va pas leur donner tort, enfin, pas vraiment rester devant un public qui commence à te balancer des rochers. C'est clair. Mais donc du coup, ouais, il y a une vidéo d'ailleurs où tu le vois le mec recevoir quelque chose dans la gueule et faire genre: «OK, je me casse». Bon bah, Putain. voilà. Mais derrière à cette époque-là, je me suis toujours dit genre: «Putain, mais en fait, enfin, c'est un mort, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Plus rien quoi, c'est un groupe qui a disparu». Et des années plus tard, en fait, j'étais à Londres, bah, je vivais à Londres et j'ai vu un poster disant genre: «Oh Nickelback en tournée». J'étais genre: il y a un nouvel album de Nickelback, c'est ouf». Et j'ai Et regardé sur, Rate Your Music et genre j'ai découvert: «Ah, il y a eu 6 albums de bah, Nickelback ouais, non depuis». mais C'est les mecs, ils ont jamais arrêté, en fait, ils ont non. juste commencé à dire genre: «Bah, voilà, notre marché, c'est juste, le sud des États-Unis et peut-être un petit peu dans le nord et puis, bah, basta». Ils sont pas problématiques, ils racontent rien de particulier dans leurs morceaux, ils ont pas de prise de position particulière. Enfin Non, si, peut-être un peu anti-Trump vite fait parce que, puis ils pour en le vivent coup, bien. voilà, ils ont l'air d'en vivre correctement. Les mecs ils ont décidé genre: «On s'en fout que les gens se foutent de notre gueule, nous on est contents, on est bien comme ça». Bon, bravo, hein, enfin c'est une manière de voir les choses. Personnellement, j'aurais ça arrêté. Mais bon, c'est chacun son choix, hein. D'ailleurs, il y Ouais. a un super, documentaire sur le grunge qui avait Ouais, été, réalisé, alors je sais pas si tu te rappelles de ce documentaire qui s'appelait Metal et Evolution? ouais, qui est Heu, disponible sur, Canal+, je crois? oui. Alors Metal Evolution, c'était la série, en fait, il y avait un Ouais? autre truc, ah oui, Metal Headbangers Bangers, Journey. enfin, Et donc le mec avait fait une série de documentaires qui d'ailleurs sont sur YouTube, hein, où il allait rencontrer en fait différentes personnes en fait pour parler de différents styles de métal et il y en avait un épisode sur le grunge. Et l'épisode sur le grunge où il commence à parler du post-grunge, c'est génial. Tu vois la tête de tous les musiciens du coup de l'époque qui vont poser des questions sur genre: «Qu'est-ce que vous pensez de tous les autres trucs qui sont venus après vous?» Et les mecs ils font genre: «Putain, mais c'est horrible, jamais vu autant de personnes chier sur d'autres musiciens, c'est juste géniaux». Je retiendrai d'ailleurs beaucoup, beaucoup, je crois que c'est un des mecs de Pearl Jam ou de Mudhoney, un de ces 2 groupes, qui est en interview et le mec lui demande, dit genre: «Oui alors que du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces groupes?» Et le gars répond genre: «Écoute, si tu laisses entendre que moi, en faisant de la musique, j'ai eu un impact et je suis responsable de l'existence de ces autres groupes, bon, ça me donne envie de me tuer». Et donc l'intervieweur dit genre: «Mais enfin, pourquoi tu dis ça?» Et le et le gars regarde, fait genre: «Est-ce que tu as écouté les groupes en question?» Avec une franchise, mais genre, juste dire genre: «Non, non, mais vraiment quoi», genre. C'est vraiment de la merde et c'est vrai que, voilà, Creed en particulier, parce que les mecs de Creed sont aussi interviewés, à dire genre: «Non, mais on a notre style et tout, oui, on a écouté ce groupe, mais on est un peu différents», genre. Alors, d'ailleurs, pour revenir sur un truc, Ouais, par rapport alors je suis pas forcément d'accord pour cette étiquette sur Caesar, mais il y a une autre étiquette que tu aurais pu utiliser pour parler du post-grunge, que tu n'as pas mentionné, qui est beaucoup moins, populaire, je pense, qu'en termes de genre, c'est le butt rock. Donc ouais, butt, B-U-2-T, donc le rock du cul, voilà, mais parce que c'est les fait avec le chanteurs cul. qui voilà, les chanteurs, voilà, qui serrent les fesses et qui veulent c'est voilà. Mais Et ouais, mais il y a plein de groupes qui rentrent dans cette catégorie et en fait, je trouve ça vraiment c'est une catégorie qui a beaucoup, beaucoup de sens, en fait. Et je trouve que Seether, ils sont avant, heu, c'était pas tant que ça du butt rock. Pour moi, non, Surface So Far, c'est un peu du butt rock, quand même. ça Ouais, se un dit ouais, ça se prend un peu trop au sérieux, mais pas pas dans la créativité, tu vois? En mode genre juste genre: «Oh, on est vraiment triste».
Et là, genre, bah, ouais, OK, si vous le dites. Enfin, moi, genre, c'est aussi ça le truc, et là, c'est vraiment la différence claire entre ton avis sur Coalesce et le mien sur 6 heures. Enfin, pas la Ouais, différence, mais en fait, le point commun, c'est que bah, moi, je ressens rien. ouais. C'est l'album de Surface Surfer, je ressens que dalle. Mais Vraiment, c'est à part de l'ennui, rien. quand oui, c'est quand j'ai vu tes notes et c'est pour ça que je t'ai répondu: «Mmh, l'enregistrement, les opinions vont être intéressantes ce soir». Ah oui, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais c'est très marrant parce que du coup, on a eu chacun le même ressenti finalement sur 2 disques très différents. Ouais, Coalesce, bah, tu resté un peu à la porte, et 6 heures, en fait, à la rigueur, je pourrais plus être, pas forcément être client, mais je pourrais plus comprendre des albums précédents. De mmh. ce que j'ai entendu, c'était quand même si c'était pas original, Bah, moi, c'est ça que je leur reproche fondamentalement, les c'est premiers. ouais, ouais, et je trouve qu'ils sont, enfin, là, pour le coup, ouais, ils sont dégagés ces trucs-là, mais ils ont perdu beaucoup, beaucoup, hein, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et vu qu'avant c'était pas ouf, Bah, si tu veux, moi, par rapport à que ce que tu dis, ceux d'avant, moi, le problème, c'est que ceux d'avant, bah, enfin, je suis pas je trouve que tu déjà ceux-là des albums de Nirvana, quoi. voilà, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment un truc, je suis très peu client du grunge. Post-grunge. Ouais, j'hésite même à le dire, tu vois? Tellement je trouve pour moi, il y a pas d'autre chose. Il Mais y a autre chose, il y a pas de post, tu vois? Je sais pas comment le dire. ben, Mais c'est pour moi, je suis assez d'accord, hein, la plupart des trucs de tu me dis genre: «Ah, c'est un truc de post-grunge», j'ai envie de dire genre: «Bah, ça va être c'est chiant, juste autre quoi». chose, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que leur production plus récente et surtout et uniquement pour l'instant celui-ci est franchement un peu plus intéressant. Mais Alors bon, moi ouais, vas-y. moi, ma reco en vache, ma contre reco, qui est Ouais, influencée par le grunge, mais qui je trouve s'en dégage beaucoup, c'est Soul Blind, en fait. ouais. Qui vient de sortir un nouvel album, en fait, où je trouve qu'on entend plus l'influence Alice in Chains qu'on l'entendait auparavant. Et je trouve qu'en termes d'écriture, en termes de personnalité, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de trucs de proposer que dans Surface Sim So Far, en fait, de Caesar, qui est, bah, tu pour moi, qui est en fait mon gros problème, en fait, c'est juste c'est très consensuel, en fait. Ça, je peux l'entendre. Je l'entends très, très bien, le côté consensuel, ouais, ça, je l'entends très, très, très fort. Mais donc voilà, ce sera mon dernier mot. D'accord. Vous avez donc une ou 2 principales et grosses recos, nous allons passer à notre petit truc en plus. Petit truc en plus qui est à la fois qui est lié à une double actu, on va dire, oui, double actu. Oui, On va reparler de Nine Inch Nails, mais pas dans un contexte de musique directe, mais de contexte d'album personnel, mais dans le contexte d'une bande originale. Nous allons parler de oui. la bande originale de Tron Ares, qui a donc été fait par Nine Inch Nails, mais je vais me permettre quelques petits mots de perspective sur la question de la trilogie de films Tron, puisqu'il s'agit d'une trilogie, et peut-être même qu'il y en aura d'autres derrière, mais ça reste une autre question. Alors, on va juste remonter un tout petit peu aux origines. Tron, le premier film date de 1982. C'est un film fait par Joseph Kosinski, avec comme acteur principal Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, Olivia Wilde et Beau Garrett. Pourquoi Tron est-il resté dans la légende absolument de la pop culture plus que dans son box-office de l'époque? Eh bien, parce que c'est un des tout premiers films qui utilisait des images 100% générées par ordinateur en qualité suffisante pour faire vraiment apparaître les choses de façon, comment dire? Bah, ça donne vraiment l'impression, en fait, qu'ils sont Heu, prisonniers d'un jeu vidéo, en fait. oui, pardon, je me trompe, le Surtout, bah, réalisateur c'est Steven Lisberger en 82. Je me suis trompé avec la fiche de, Legacy. Voilà, excusez-moi, je reprends donc voilà. Ça change rien pour le reste du casting plus ou moins. Donc la vraie force, c'était toute cette partie full numérique qui était une vraie nouveauté et surtout une intégration et un traitement a posteriori du négatif pour rendre les effets des costumes qui étaient, incroyables quoi et qui étaient littéralement du jamais vu. Heu Faut quand même imaginer que les acteurs tournaient dans des costumes, orange et bleu absolument dégueulasses. Si vous avez l'occasion de voir les images du tournage, c'est à mourir de rire, avant donc un retraitement, numérique et manuel sur la copie pour rendre ces effets de bleu, qui étaient en plus hyper baveux. Si mais qu'on jamais qu'on me touche perso, hein, qui fonctionne encore bien, je trouve, hein. Enfin, j'ai pas vu le film, en fait, du coup, je te laisse parler, hein, pour le coup, parce que ouais? j'ai vu aucun des Tron, mais à chaque fois que je vois des extraits, en fait, de Tron, ça me donne pas spécialement envie de le voir, mais je peux comprendre totalement qu'on apprécie l'esthétique parce qu'effectivement, il est très personnel, et encore,
il fonctionne très bien, quoi. C'est très cohérent. Voilà. Le gros, gros, gros truc, pareil, de ce film, c'est que ça va insuffler alors honnêtement, il est relativement, f à l'époque, son box-office, c'est quand même pas gigantesque, hein. Il fait 33 millions de dollars. Bon, c'est pas mal, mais on est quand même sur un film, c'était un Disney SF qui tentait une nouvelle chose. Le film est rentable, mais pas beaucoup plus. Il est connu, tout le monde le connaît plus ou moins, dans les gens qui aiment la SF et dans le monde un peu geek. La VHS va lui donner bien évidemment un deuxième cachet et une 2e enfin une 2 va le prolonger sa vie, son histoire et surtout l'imprégnation qu'il va avoir dans le milieu de la culture pop. Il y a une vraie il y a un vrai, vrai truc autour de ce film par contre au niveau musical, c'est que la bande originale, c'est Wendy Carlos du Journey qui le fait à l'époque et c'est quelque chose qui va marquer un chouïa, le monde parce que, heu, après Orange Mécanique, que Wendy Carlos fasse Tron, il y a un côté, il y a une espèce de grand gap, intellectuel, on va dire, entre les 2 productions, qui est assez fort entre le film quand même extrêmement autorisant de Kubrick et du coup ce film de Tron de Disney, et c'est vraiment étonnant. Par Alors, j contre je ouais? juste une petite pause, est-ce qu'elle a vraiment fait la BO? Enfin, je me reformule. Est-ce que le travail qu'elle a effectué sur la BO de The Shining est présent dans le film? Parce Alors que je c'est sais qu'elle a réalisé une BO, mais que vraisemblablement quand elle a vu le film, en fait, Kubrick avait fait, simplement, en fait, avait utilisé ce que j'ai lu, en fait, a utilisé les morceaux témoins. oui, Donc il avait montré, en fait, à Wendy Carlos pour dire genre: «Bah, on voit que la scène elle ressemble à ça». Et qu'au final, il avait pas du tout utilisé sa BO. Donc il y a une BO qui existe, mais est-ce qu'elle est présente dans le film? ouais. Alors c'est, ah la oui, il y a une bien alors elle a composé la BO est sortie, mais c'est pas celle qui est sur le film. C'est pas ça qui est sur le film, c'est bien Voilà. parce que pour le coup, j'ai jamais encore écouté la BO de parce que bien sûr j'ai vu Shining, Alors c'est Orange mais Mécanique sur ah lequel elle a Orange pardon, bossé. Orange Mécanique, pardon. Donc Ah oui, donc là pour le coup, non, j'ai pas vu Orange Mécanique parce que non, pour le moi coup j'ai je vu Orange Mécanique et tu as, énormément d'effets et de montage, mais elle a le seul moment où elle est créditée, c'est sur le title, le thème principal qui est la d'accord, reprise de Purcell, de la musique pour les funérailles de la Queen Mary, de la reine, d'accord. et Marie, qui avait été légèrement remixée par, Wendy Carlos. C'est le seul moment où il reste un bout de cette BO, sachant que Kubrick a fait du Kubrick, il a refait ce qu'il voulait derrière, une fois Ouais. qu'il a dû livrer. Passons. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là, la BO est ouf, elle est incroyablement moderne et du coup parfaitement en harmonie avec le film. Elle colle avec l'époque, elle colle avec l'ambiance, c'est assez truc. Et cette façon de penser les BO, c'est finalement ce que je trouve qui va finalement le ressortir de la trilogie des films, c'est que cette BO de son époque est un marqueur et quand Tron Legacy va sortir, le deuxième, alors qui est donc lui, date de 2002, c'est non le pardon, je dis une bêtise, l'héritage sort en 2010 pardon, c'est les Daft Punk qui font la BO et soyons clairs, cette BO de Daft Punk, elle est incroyable toute seule. Il y a pas besoin du film. On peut ne pas l'aimer. Allô? Ah moi j'ai pas essayé parce que Ouais, pour le coup pareil, j'aime pas Daft Punk donc ouais, voilà, on peut ne pas c'est l'aimer, c'est c'est mort. OK, si tu aimes pas le groupe, c'est pas la peine, faut surtout pas se forcer, c'est vraiment du Daft D'accord, Punk et là où ça devient fou, c'est que Tron: l'héritage, Legacy, a 3 points communs avec son illustre ancêtre. Un, c'est un film Disney. ouais. C'est une franchise que tente ou de créer ou de relancer Disney à une époque où ils sont un peu à cheval entre 2 trucs. Les Marvel démarrent, mais pas complètement. Ils viennent de tenter John Carter qui a pris un four, donc ils sont un Ah peu oui, entre 2 putain, ouais. chaises. Ils tentent un effet de ouf, c'est un des tout premiers films dans lequel on a un acteur principal qui est en de-aging. C'est Jeff Bridges, le jeune des années 70. Il y a un Jeff Bridges jeune, alors qu'il avait déjà 20 ans de plus à l'époque, qui est montré alors c'est très pas longtemps, il existe et après il est réincarné dans la matrice, dans la grille, dans un grid, par le CPU, par Clou qui devient le méchant. Mais du coup, là, que le visage soit retraité, c'est pas gênant, parce qu'on est dans la grille, mais il y a des séquences dans le monde réel avec un Jeff Bridges jeune. C'est à l'époque, ça n'avait jamais été fait à ce point-là Ouais. et on a à nouveau une BO strictement dans son époque, faite par les Alors Daft Punk.
D'ailleurs, est-ce que ça marche d'ailleurs le de-aging, dans le monde réel? Pff, on est en 2010. Je OK, peux pas oui, te donc donner de non en meilleure fait. réponse. Je peux pas te donner de meilleure réponse. D'accord, donc OK. C'est à la fois fallait oser, ça permet de faire la liaison avec le film original, ça permet de justifier toute une partie du personnage des 2 personnages principaux qui sont joués par son fils et une incarnation dans la grille qui va ressortir et qui lui fait la liaison avec le troisième film. Mais, hem, tout le visuel est encore plus néon, encore plus saturé, avec un côté Matrix est passé par là. Le cyberpunk est devenu plus qu'une mode, est devenu une façon de penser et dans Legacy et comme le Tron de 82, c'est des marqueurs de leur époque. C'est pas des grands films. Ils réussissent plus ou moins mollement au box-office. Le Tron, le premier Tron avec comme dit, il a pas, été faramineux, mais il était quand même bien. Legacy est quand même un poil moins, fait son petit 400 millions entrées, tu vois? Donc on est quand même sur c'est du Disney, ça tourne quoi, niveau monde. C'est ouf quand même, parce Mais que pour le coup, 400 millions d'entrées, tu pourrais te dire genre ça 400 millions de dollars de 400 chiffre. 000 000 ouais, mais même toi, 400 000 ça le fait, quoi. Bah, il fait le problème, c'est qu'en domestique, il fait que 172 millions. Ah oui, Donc c'est pour un budget, que je te dise pas de bêtises, de 170. et c'est le même réalisateur après qui a fait les Missions Impossibles et le Top Gun Jeff 2, je sais plus comment il s'appelle. Jeff Kosinski. Ah, c'est Joseph Kosinski? Kosinski, pardon, c'est lui qui fait le 2, donc Legacy, dont la filmographie, c'est Top Gun: Maverick, pour être le plus D'accord, connu OK. et Oblivion qui était pas raté, mais pas réussi. Voilà. D'accord, OK, donc c'est pas le mec de Mission Impossible. En revanche, enfin, là, pour le coup, Top Gun, Le Top Gun: Maverick, ouais, oui, bah, il est dans chambé, hein. son élément, hein. Oui, Après, carrément, ouais. voilà et on en revient du coup à ce Non, bah, que après j'avançais. quoi? Non, monsieur, je défendrai toujours le travail de monsieur Cruise, Mais, c'est un homme problématique qui fait des films cool. voilà, c'est un homme problématique qui fait des films cool, c'est un Ah très oui, bon c'est résumé. problématique à mort, quoi, c'est Pas c'est c'est le dernier rempart. même si c'est un peu calmé, il reste problématique sur le fond. Ouais, c'est ça, ouais, son dernier film où il fait genre: «Alors oui, je suis manipulé, mais aussi je suis le messie, mais je suis manipulé, mais je suis le messie», genre, OK, Mmh. d'accord. Ouais, Ah, faudra un jour, faudrait que tu te décides, Tom, hein, c'est un choisis ton rôle, on peu va dire, ton vrai rôle. Et du coup, on en ouais. revient à Tron Ares qui, donc ce troisième, donc sorti en 2025, donc encore 15 ans après, avec Nine Inch Nails, le groupe du moment par le plus que le fait du hasard, qui fait la BO, avec le réalisateur cette fois, c'est Joachim Ronning, heu, qui est, qui est quoi? C'est une bonne Alors question. qui est un type qui a fait des trucs, mais au final, c'est pas un mec avec une identité, Non, c'est artistique un très forte, faiseur. en fait. C'est un Sans faiseur, ouais. sans aucune méchanceté dans ce mot, c'est un faiseur. Il avait fait un des Pirates des Caraïbes, il a fait Ouais, voilà. Maléfique le 2. C'est pas c'est qu'il y a des fulgurances littéralement dans ce film, au niveau de Ouais. la réalisation. Il y a des effets, on en revient à je sais pas, il faut que je me renseigne beaucoup plus sur le making of parce que là, j'étais, vraiment, très, très, très surpris. Alors je sais que comme beaucoup de films, il a été touché par la grève des, Writers Guild of America. Donc je sais qu'il y a des choses dans le montage qui est un peu bizarre. Le film est totalement bâtard dans au niveau scénaristique parce qu'il essaye de traiter un sujet en s'en dédouanant et dans le sens où il parle de l'IA, sachant que ça restait au cœur des trônes, hein, ça depuis le début, Mmh. c'est-à-dire la mise en autonomie des programmes, au sens de l'IA. Mais il le traite en switchant littéralement la question, c'est-à-dire en les ramenant dans le monde réel, au sens physique du terme par des biais d'imprimantes 3D. Je vous spoil, hein, mais je pense que si vous avez vu la bande annonce, vous êtes déjà Oui, spoilé. enfin, Après c'est pas ça qui va vous spoiler le plus. Il y a des séquences d'action graphiques à ouf! Honnêtement, il y a des effets avec les motos et avec, les inserts des anciens 30 dans le monde réel. Il y a des trucs assez cool. Franchement, ça claque incroyablement. La mise en scène est par moments très forte. On revoit Jeff Bridges vieux, celui qu'on avait déjà croisé dans la grille dans le Legacy, avec un traitement numérique, ce qui fait que c'est moins gênant, il fait moins parce qu'il est quand même encore plus vieux maintenant, bah, oui. c'est moins gênant, heu, mais le film cherche au dernier moment à te raccrocher avec, le deuxième film, au tout dernier moment, par le biais de son personnage qui est joué par Jared Leto.
C'est marrant que tu aies parlé de Tom Cruise, on parlait de mecs problématiques, en voilà un autre. Oui, alors, le problème de Jared Leto, c'est que autant Cruise, il joue dans des films qui, par moments, sont très bons, autant Jared Leto, à chaque fois qu'il est dans un film, le film coule. Alors, disons que c'est que depuis quelques années, c'est devenu n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même eu une époque où il faisait des choses qui étaient pas si mal que ça. Il est Phone Game de Joel Schumacher, il est pas mal dedans. Ouais. Il est intéressant dedans. Heu, dans Blade Runner 2049, il est intéressant. Je me Il souviens est même plus qu'il était dans Blade Runner 2049. ouais, Pourtant, j'ai beaucoup aimé Blade Runner moi 2049. aussi et au final, il pose un personnage, il est comme il pour le coup, je pense, honnêtement que Denis Villeneuve l'a utilisé lui, en tant que tel, de cette manière-là, parce que c'était lui. Ouais. Et paradoxalement, le Joker qui fait, que ce soit dans le Suicide Squad ou dans le Zack Snyder Justice League, et ben, moi je trouve que c'est un Joker très, Frank Miller, très outrancier et je trouve très réussi pour le coup, presque plus que celui pour moi de Dark Knight du Dark Knight, qui était bien mais qui avait un co qui était trop, enfin que je suis moins fan. Je trouve que ce qui est le Joker ultra, flingué, ultra outrancier visuellement posé par Snyder et du coup par, ailleurs dans le Suicide Squad, fait par Jared Leto, était intéressant. Il est plus proche d'un personnage de comics, alors que Oui, celui de Nolan, en fait, est plus d'un personnage réaliste. c'est Enfin, ça, personnellement, j'aime aucun des deux, en fait, donc oui. Après bien sûr, si tu rentres dans la filmo de Jared Leto et que tu parles de Morbius ou de House of Gucci, c'est un problème. Alors Voilà. oui, pareil que Gucci, la performance est géniale, c'est du haut niveau, niveau Mario, mais Mario donc de Mario Bros, genre: Tu «Hey, I want a tu pizza» voilà, et c'est du cabotinage avec accent italien rasé quoi, c'est c hallucinant. paraît que c'était vraiment génial. J'ai envie de voir Gucci juste pour ça d'ailleurs, je résiste parce que, bah, bof quoi, tu vois? Mais 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 pareil qu'il est effectivement ça confirme ce que j'ai l'impression que tout le monde m'a laissé entendre que c'était un grand moment de comédie et puis, ouais, Morbius quoi, Morbius en revanche j'ai vu. ouais, Tu vois, je vois pas, je regarde pas Orange Mécanique, mais je regarde ou ouais, Ultron, mais je regarde Morbius. ouais, Chacun ses choix, hein, chacun ses valeurs. je ne dirai rien. Ma filmographie, ma bataille et pour le coup Morbius c'est c'était génial et pour le coup, ouais, le dernier Tron, il a fait moins bien que Morbius. Hem, non, Au non, démarrage. non, en démarrage pur, oui, 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 Ouais. Arès, est parti en mode, alors attends, j'ai pas les chiffres tout de suite sous les yeux, mais oui, l'accueil public, le premier box-office, il a fait un démarrage très, 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 très bas, quoi. Donc ouais, donc du coup, c'est pour ça que les gens ont dit, à la sortie du truc que ouais, ça avait fait moins de thunes que Morbius, ce qui est chaud quand même. Alors on Parce que verra pour au le coup final parce que, assez paradoxalement, je crois qu'il bénéficie d'un micro bouche à oreille qui disent: «C'est pas top, mais il y a un truc à voir». Parce que d'accord. moi, j'ai été le voir un peu en entre guillemets «en fin d'exploitation», un dimanche soir, Mmh. on avait quand même une demi-salle. D'accord, Donc ah oui, donc ça dans une grosse salle ou une petite salle? une te une taille moyenne, une grosse centaine de places, quoi. OK, ouais. Non, Ouais, non, donc ça peut quand non, même aller, quoi. donc voilà, c'est pour ça, je sais pas, il y Franchement. a, mais il y a un truc. La vraie question, moi, qui me pose pour ce film, c'est qu'il y a des quantités les séquences d'action sont incroyablement fluides, très bien réalisées. Il y a des effets par moments, comme je dis, Mmh. qui sont très intéressants. Il y a quelque chose, alors, je n'ai pas vu d'effets spéciaux. A priori, je n'ai pas vu d'effets spéciaux qui sortiraient du lot, qui serait une vraie recherche qui serait liée au film. Ce qui permettrait de continuer, on va dire, la légende des autres trônes. Mmh. Heu, mais j'ai pas encore vraiment tout n'est pas encore sorti. Je suis assez curieux, il faut que je vois plus d'informations sur, toute une partie des effets spéciaux parce qu'il y a quand même deux trois trucs assez réussis. D'accord, ouais. Voilà. Oui, donc c'est un peu du coup, ça détonne par rapport au reste de la filmographie des Trônes parce que, ben, à chaque fois, c'était une progression. En même temps, Ouais, il y entre le avait un premier et le truc, deuxième il y a quand même quoi, 20 ans? Facile? 82-2010, ouais, il y Ouais, a presque 20 ans. presque Là, il y a 20 ans. 15 ans. Vu les bons des effets spéciaux, on peut rester sur la même dynamique, hein, on est dans la même logique, hein. Ouais, mais en même temps, c'est le même phénomène que tu peux voir entre un
enfin peut-être pas PS3, PS5, mais PS4, PS5 quoi. C'est que Oui. quand tu regardes la progression, peut-être que d'un point de vue technologique, ça a avancé énormément, Mmh. mais en fait en termes de rendu visuel, tu regardes sur un jeu PS4 versus un jeu PS5, oui, il y a des trucs qui ont échangé, mais c'est pas si incroyable quoi. Mmh. C'est pas tu faut vraiment se placer d'un point de vue purement technologique, comme peut-être tu pourras le faire par rapport à Tron, au 3e Tron, hein, de se dire Ouais. genre: «Ah bah oui, d'un point de vue technologique, c'est vrai qu'ils ont fait des progressions de ouf», mais en fait, le rendu visuel tel quel, tu le perçois pas tant que ça, en fait. C'est aussi une possibilité, hein. Alors, le seul avantage du film, honnêtement, c'est que ça joue bien. Ouais, j'aurais même Jared Leto, hein. Il est ce qu'il est, il joue une IA qui prend conscience, pour résumer, hein. Donc Oui, donc c'est ça pas lui va très bien. voilà, il y a Tu pas besoin vois? de grand chose, quoi. Voilà, il a le droit à son petit plan de fin avec ses petits cheveux détachés, sa belle moto, hyper, de hipster actuelle, et c'est très bien, tout le monde est content. Est-ce que c'est la Morteau de Canada? Non, 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 c'est une vieille moto, c'est les motos actuelles là où ils se remettent sur des vieilles motos des années 70 à la con là, D'accord, dégueulasses, OK. type, Triumph et tout. Enfin non, non, il a il finit avec sa chemise en flanelle, ses cheveux lâchés et sa vieille moto, tu vois? Oui, parce que ce qui est laissé entendre, alors sans vouloir trop spoiler le film, c'est qu'en fait, du coup, ils essayaient de lancer une licence, en fait, avec ça, qu'il Ah bah, y aura eu une suite. une fois de plus, ils essayent de lancer une licence comme après Legacy, Ouais. mais là ça marche pas. Bah, c'est Heu mal parti, en tout cas. Ouais, dedans, on a des gens comme, Evan Peters, qui est plutôt un bon acteur et qui s'en sort Oui, bah, oui. plutôt bien. On a Gillian Anderson qui est dedans, qui fait ce qu'il faut, qui est crédible, qui est pas en surjeu, donc ça va, c'est plutôt sympa. Une valeur sûre. Ouais, en plus moi je l'aime beaucoup, mais des années Ah X-Files, bah, mais ouais, voilà. elle a presque failli me faire voir un drama, anglais, The Salt Path, qui avait l'air très, très, Très belle cote, tire-larme, ouais. mais qui en fait est tiré d'une biographie, très discutable, je sais pas si tu entendu parler de ce Si, si, scandale, si, ça? ouais. C'est ouais, où l'autrice, enfin de a fait genre: «Oh oui, ça a sauvé la vie de mon mari». Tu fais genre: «Non, en fait, d'une, tu es une escroc et de deux, ton mari, il est visiblement pas atteint d'une maladie C'est grave que si ça. horrible que ça, parce que Ouais, visiblement, il est toujours vivant alors que personne la plupart des gens meurent après, donc il est pas l'air si malade que ça, ton mari». Puis elle a fait 2 autres bouquins après d'ailleurs qui sont toujours sur le même principe, du genre: «Oh, on va pas bien et puis après on va partir, on va marcher et puis ça va mieux», genre. mmh, Meuf, si son mari a un cancer ou un truc, similaire et qu'il a besoin de juste de se faire un peu de marche, je pense qu'il a pas vraiment un cancer. Bref, donc bon, comme quoi Gillian Anderson, elle est capable de me faire voir n'importe quoi. J'ai presque tu un failli gros aller voir affect ça. avec elle. Mais on va en finir avec les petits détails quand même pour revenir à la musique. Trent Reznor et Atticus Ross apparaissent dans le film. Ils Ah, ils sont apparaissent dans le film? Ouais, ils ont 2 caméos, ils sont des pilotes de F-35 qui sont explosés, les 2 avions de chasse qui apparaissent en moment, ils Ah, c'est sont marrant. Au ça moins, m'a c'est pas fait des serveurs dans le fond, genre j'ai vu ça, honnêtement, je les ai même pas reconnus sur le coup parce qu'entre les casques, les effets, la séquence, je fais: «OK», et en sortant, je vérifie donc sur la fi les infos et je vois: «Ah oui, oh bah, c'est très mignon». c'est Mais un peu voilà, comme, Peter Jackson dans dans le tous ces films. dans tous ses films où il fait genre: «Ah bah tiens, c'est Peter Jackson». Dans tous ces films. Il y a quand même un truc quand même que je voudrais quand même préciser, et c'est vraiment, la BO est ouf, moi je trouve, une fois de Oui. plus. Je parle en n'ayant aucune objectivité puisque par défaut je suis client, de ce qu'ils produisent, quand, Reznor et Atticus Ross quand ils font des BO. Heu, c'est vrai qu'elle fonctionne hyper bien. Elle est particulièrement efficace sur les scènes d'action. Je pense que c'est ce qui rend le film, qui a un gros rythme quand même, qui enchaîne facilement les scènes. Il y a les explications sont très, simples, rapides, efficaces. Ça avance, tac, tac, tac. Tu comprends pas trop l'intérêt des enjeux, mais ça avance, Ouais. d'où le problème du film. Mais ça avance et ça avance vite et ça avance bien et c'est dynamique. C'est pour ça, je dis le film est pas raté, mais il est pas non plus, il lui manque un truc pour être allé jusqu'au bout, il lui manque un vrai truc. Alors Mais si vraiment tu veux faire un truc de ouf, tu te mets les 3 BO à la suite, donc le Wendy Carlos, le Daft Punk si tu y arrives et le Trent Reznor, et tu as littéralement, la signature électro des 50 dernières années. alors C'est en revanche, assez ouf. moi, je veux parler de la vraie controverse. Vas-y. La vraie controverse, c'est est-ce que c'est un album de Nine Inch Nails ou est-ce que c'est juste une BO de Trent Reznor et d'Atticus Ross?
Alors, je vais être super honnête, c'est une BO de Trent Reznor et d'Atticus On Ross. est d'accord. On est sur ce qu'il avait fait pour dans l'esprit, dans la manière dont c'est fait, dont c'est géré, il est exactement dans ce qui était fait pour The Girl with the Dragon Tattoo, qui pour moi reste leur summum, ou ce qu'il a fait, pour, Zodiac, Watchmen, Zodiac, ouais. Watchman, enfin ouais, tout ça. Il est ça sonne ça, ça sonne enfin, c'est très compliqué de dire que ça ne sonne pas Nine Inch Nails, mais Non, non, mais je pense qu'on on peut est dire ouais, vraiment dire on ça. est Pour moi, il y a vraiment une vraie distinction entre un disque de Nine Inch Nails et un disque de Reznor et Atticus Ross, en fait. Même il si c'est Reznor qui fait les 2, c'est pas grave. il C'est manque c'est quand même très l'expérimental de différent. Nine Inch Nails, si tu préfères. Ouais, Le je suis pur tout à fait d'accord. expérimental. Parce que pour le coup, et c'est le truc qui m'a un peu au départ qui m'avait survendu Tron, Ouais, c'est-à-dire que quand ils l'ont annoncé, elle fait genre ah oui, ce sera un download de Nine Inch Nails. Et du coup, ben c'est con, mais j'ai eu des attentes. Du coup, je me suis dit genre ah ouais, ok, donc ça va être des morceaux plus rock avec des paroles et du coup peut-être quelque chose qui va être lié au film. Mais du coup, c'est un album concept sur le film, mais du coup, ça va être des vrais morceaux rock qu'on peut interpréter en live à côté de Closer ou même, je sais pas, même des trucs de Bad Witch, des mmh, trucs plus récents, tu vois, ou Copy of A, tu vois, mais ce sera des morceaux rock. Moi, c'est ce que j'entends quand tu me dis c'est un album de ouais, Nine ouais, Inch Nails. Et là, pour le coup, bah, quand j'ai entendu par la suite que c'était le producteur, on l'avait dit d'ailleurs quand on avait commencé à ouais, parler de la BO, que c'est le producteur en fait qui est venu le voir en disant genre ouais ça vous dirait de faire la BO de Tron et les mecs ont fait genre oui et qu'ensuite on leur a dit genre mais est-ce que ce serait ok que ça sorte sous le nom de Nine Inch Nails plutôt que Très 13 dans Atticus Ross et là ils ont fait genre bon ok mais en fait bah, oui, ben c'est pour moi c'est juste une BO donc au moins on est d'accord sur un truc c'est qu'effectivement le enfin du coup, j'ai pas vu le film, mais j'ai écouté la BO, parce que dès que c'est sorti, j'étais genre: «Oh putain, un nouveau Nine Inch Nails» et puis je l'ai écouté, je fais genre: «Ouais, c'est bien, mais en fait, ça passe sûrement mieux avec les images et ça sert sûrement», comme d'ailleurs tu le confirmes très bien, ça passe sûrement très bien dans le film, mais enfin, il y a 3 morceaux avec de la voix, bon, bah, voilà, ils sont sympas, mais c'est pas des morceaux de Nine Inch Nails, c'est juste des morceaux de Ross et Reznor. ouais, Bon, ouais. bah, bien quoi, sympa, mais du coup, il y a un peu une petite différence sur ça et limite maintenant avec la technologie, puisque maintenant tu sors un disque finalement tu peux le remixer après. Enfin, on l'a vu avec Kanye West, le Mmh. mec, les disques des fois ils sortent et puis il mixe différent le lendemain quoi. Donc c'est tu sais, tu écouté une version un jour, tu reviens le lendemain, c'est pas la même version. Donc Mmh. actuellement, on serait même carrément possible, parce que pour moi c'est vraiment une erreur Heu, d'avoir appelé ça Nine Inch Nails et qu'en fait, à moins qu'il y ait un détail dans le contrat qui les force à garder le nom Nine Inch Nails, j'aurais envie de dire genre: «Bon, bah, vous renommez ça et puis vous mettez Alors vos petits noms honnêtement, dessus, ça passera mieux, partout quoi». partout, où j'ai vu les annotations, très souvent c'est noté, Trent Reznor et Atticus Ross du groupe Nine Inch Nails, Ouais. tu vois? Oui, ce qui est d'ailleurs un peu, aussi pareil, une comment Voilà. dire? C'est pas vraiment exact parce qu'en fait, c'est Nine Inch Nails, Oui, c'est pas bah, du groupe voilà, Nine Inch Nails, c'est eux, c'est enfin voilà. c'était Ross, maintenant c'est Ross et c'est Reznor et Ross, mais de toute façon, c'est eux, quoi. Donc bon, voilà. Mais après, j'imagine que c'est des trucs qui sont pas nécessairement écrits par des gens qui sont de la presse rock, ou même des fois qui sont pas écrits par des gens, hein, Mmh. simplement. Donc hein, c'est aussi une possibilité, mais j'aurais envie de dire, si vous avez pas encore écouté cette BO, surtout ne vous attendez pas à un download de Nine Inch Nails, Oui, tu pour as le raison, coup. tu as tout à fait raison de le préciser ça, Parce que pour le coup, je trouve que ça influe vraiment et je pense que je l'aurais presque et c'est con, mais je pense que j'aurais apprécié plus cette BO en Mmh. ayant marqué pas Nine Inch Nails, mais Reznor et Ross, en me disant genre: «Bon OK, c'est une BO, OK, cool». Plutôt que les attentes monumentales qu'il peut y avoir pour moi quand tu me dis genre: «Ah, il y a un nouvel album de Nine Inch Nails qui sort», j'ai envie de dire genre: «Ah ouais, mais non». Ouais, ouais. Là, non. C'est décevant pour Hem, ça, mais ça l'est pas en fait quand tu mets sur BO alors que c'est le même disque, quoi. C'est un peu alors con, du mais bon. coup, c'est bien parce que, dans le du coup, j'avais re en fouillant dans mes notes, je retrouve du coup un extrait d'une interview qu'il avait donnée à Blinding Cool, Trent Reznor et qui disait: «Il a accepté, du coup on utilise le nom de Nine Inch Nails parce que il avait décidé que pour cette BO, il utiliserait une approche comme ce qu'il fait avec Nine Inch Nails». OK. Bon. Ouais.
j'ai envie de dire: C'est lui «OK». qui le dit, c'est tout. Voilà, c'est un peu comme quand le chef, ils disent genre: «Alors, pour cuisiner ce plat, j'ai pas mis de sel, mais j'ai remplacé par du sel de soja». Et alors: Voilà, «Ah, cool!» ça reste du sel, donc ça C'est reste reste du sel. du traîne Heu, Trésor. voilà, exactement. Donc j'ai envie de dire genre: «Bon, bah, OK, la magie est différente, tu as ouvert la porte d'une manière différente, je sais pas». Tu sais, c'est toujours la question de ce qu'on pose à des gens quand, ils ont des projets différents et tu leur dis genre: «Mais enfin, comment vous savez que genre tel machin, ça va correspondre à tel groupe et pas à tel autre?» Des fois, quand il y a une vraie grosse différence entre les 2 groupes à l'arrière, tu peux comprendre, tu vois? Mais là, j'ai envie de dire, tu me dis que ça, c'est un Von Däniken, j'ai envie de dire que tu as eu des pressions ou tu as signé un contrat ou je sais pas, que voilà, tu as conscience du fait qu'il faut absolument que tu le vendes de cette façon-là, bon ben, voilà, c'est le genre de Mmh. truc que tu sors à la presse. Mettons que dans 10 ans, on en reparlera et puis tu nous sortiras peut-être autre chose, hein. C'est un peu comme, tu sais quand, les acteurs, disent, par rapport à un film, heu, Mmh. où ils ont joué où c'était nul et on leur pose des questions genre: «Alors, c'était comment avec ce film?» et la réponse c'est genre: «Ah, je l'ai pas vu». Mais bah si, si, tu étais dedans Coco, mais c'est juste que tu veux pas nous en parler parce que tu sais que c'était de la merde et Ouais. que, bah, tu as payé c'est un peu comme, mince, Michael Caine par rapport à Jaws Oui, 2 2, ouais. et quand tu lui as posé la question de savoir genre: «Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de quand vous avez joué sur Jaws 2?» et je crois que sa réponse était, «Ouais, je j'ai pas vraiment d'avis sur le film. En revanche, j'aime beaucoup la maison qu'elle m'a payée». Et c'est genre: «Bah ouais, Ça veut OK». tout dire. Ça veut tout dire. Bon, bah, pour moi, la BO de Tron, par Reznor et Atticus Ross, le nom des Snells, c'est un chèque, quoi. Mmh. C'est con, hein, mais en même temps, après, maintenant, il est en train de faire plein d'autres trucs, il a vraiment des ambitions à faire d'autres choses. Bon, bah, très bien, hein, enfin, je suis pas contre, hein. De toute façon, il est parti en tournée, la tournée Nine Inch Nails de cette année, c'était un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu de ma vie, donc et je suis pas le seul à le dire, pour le coup, là, j'ai tellement de gens autour de moi qui ont kiffé que c'était ahurissant d'arriver à un tel compromis, un tel, pas un compromis, mais, Dans le bon sens, oui. Je vois ouais, ce que voilà, tu veux genre dire. tout le monde est d'accord pour dire genre: «C'était incroyable». Ouais. Donc, voilà, il fait ce qu'il veut. Après moi, je m'en fous qu'il ait signé un chèque pour, vendre ça sur le Nine Inch Nails. Mais en revanche, si vous l'avez pas encore écouté, surtout ne vous attendez pas à autre chose, quoi. Ouais. C'est juste une BO, elle est bien et c'est tout. Voilà, as-tu quelque chose d'autre à ajouter sur ces 3 Heu films et sur leur petit impact et sur ces 3 BO? Même si je sais que tu n'en aimes pas une des 3. Oui, non, parce que pour le coup, j'ai rien à dire sur les Tron. J'ai vu des films récemment, mais du coup, c'était pas les Tron. J'ai vu Eddington, j'ai vu, Together et j'ai vu, One Battle After Another. Ah oui, ça c'est cette semaine, ouais. Voilà, donc je vais rien dire, sur One Battle After Another. Je sais pas si tu vu Eddington? Je crois Non. pas. Voilà, bon, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Je trouve ça vraiment charmé, mais bon, ça mériterait une discussion. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais pour moi, c'est un de mes films de l'année. Et puis, Together, que je te recommande très fort, mais on en reparlera peut-être. Ouais. Et donc voilà, c'est tout. Alors, oui. Je me permets juste une toute petite précision. Si par hasard ça vous a donné envie de voir les autres Tron qui sont disponibles sur Disney+, ne soyez surtout pas surpris du rendu visuel du Tron de 82. C'est la version remasterisée 4K qui a été, gérée par le réalisateur, donc Lisberg. Ouh! Sauf que, bah, Ah, le lissage des effets spéciaux, des années 80 à cô ne rend pas la même chose avec le lissage des images argentiques des années 80. Donc ah! ça m'a fait un énorme choc parce que le rendu visuel était très différent. Très il y avait c'est super intéressant, hein. Ça rend encore plus l'étrangeté est encore plus importante du coup entre la grille et le monde et l'insertion des personnages dans la grille. Mais c'est pas rap si jamais vous aviez en tête soit la VHS, soit l'avoir vu en salle à l'époque et après les VHS, la texture est fondamentalement différente. C'est assez génial honnêtement. D'accord, OK, c'est intéressant ça pour le Donc coup voilà. parce que enfin pas pour le coup, parce que pour le coup j'ai aussi été intéressé par ce que tu disais avant, mais c'est vachement intéressant parce que je pensais pendant l'espace d'un moment que du coup ça aurait fait perdre un peu de choses. C'est un peu comme les versions remasterisées, de Ouais. Star Wars par George Lucas où il continue bon là pour le coup il continue de rajouter des trucs donc c'est encore plus visible, mais où, bah, le feeling est quand même très différent par rapport aux versions originales
Et là, pour le coup, non, tu trouves que c'est mieux? Tu trouves que c'est différent? Tu trouves que c'est Différent. comment? Là, Différent, juste différent. ça m'a je l'ai regardé avec, ma compagne, et j'ai dû la saouler pendant 15 minutes, dire: «Mais c'est pas pareil, c'est marrant, ça change tout, quoi». C'est la perception est vraiment différente. Est-ce que, du coup, il y a moyen de voir la version originale non remasterisée? Alors j'ai pas vérifié, parce que maintenant Disney+ des fois offre des accès à des versions différentes, Ouais, offre accès à des bonus qui étaient avant sur les éditions collector DVD, des choses comme ça. Ils commencent à les intégrer de plus en plus. Surtout qu'ils ont remis toutes leurs marques maintenant en place, donc ils ont fini avec, Stars en Europe, maintenant ça s'appelle Hulu et ESPN comme partout ailleurs. ouais. Heu et du coup, bah, j'ai pas encore vérifié, mais je sais que c'est potentiellement peut-être j'ai pas vérifié sur celui-là parce que du coup on a lancé, moi j'étais dessus, j'ai pas du coup été vérifié a posteriori, Mmh. mais voilà. Non, non, c'est, Sinon Blu-ray ou DVD, quoi, j'imagine qu'il y a la différentes versions? alors en DVD, je l'avais en DVD? Je sais plus. En DVD, de toute façon, c'était une recaptation, mais ça restait une captation d'Argentine, Ouais. donc tu avais pas de changement de texture aussi peu probant qu'il y en a là. Mmh. Et D'accord, on bon, bah, du coup, il y a quand même encore moyen, Oui, oui, il y a si on moyen. cherche un peu à avoir la version originale pour faire la comparaison ou Ouais, ouais, autre. bon, j'ai pas cherché, mais sûr qu'il y a des youtubeurs qui ont dû se jeter dessus, hein. Oui, j'imagine très bien, oui. Vu le gap, il y a les youtubeurs qui ont dû se jeter dessus. Voilà, je pense que si tu ne vois rien ajouter, nous allons conclure cet épisode. Oui, c'est bon. Eh bien, venez retrouver tous nos réseaux sociaux et tous nos épisodes sur recosiquelepodcast.com, rekozik.lepodcast.fr, pardon, .fr, c'est ça. Oui. Vous avez du coup là tous nos réseaux sociaux, venez nous dire ce que vous avez pensé du coup, et finalement si c'est moi qui ai le meilleur album ou si c'est toi, eh mais ça, c'est le Ah oui, ça, c'est public une qui bonne le question de dira. savoir. Même si c'est forcément c'est le mien, mais bon, voilà, Mais c'est voilà, intéressant quand même de poser la question, même si la réponse, c'est le mien quand même, voilà, c'est le mien quand et même. venez nous dire ce que vous avez pensé des BO de ces des 3 trônes. Venez nous Yes. donner votre avis, échanger avec nous, faire le suivi des artistes dont nous avons déjà parlé. Nous le faisons surtout toi sur Instagram et un petit peu Dans les plus sur stories, Blue ouais. Sky. Et puis sur Blue Sky, ouais, beaucoup, beaucoup. Donc venez nous parler là-dessus, nous ça nous intéresse toujours. Puis bah sinon sur nos pages Facebook personnelles, hein, on peut aussi nous Exactement, suivre. Je sais qu'il y a des gens qui le font, donc coucou à eux. Merci à eux de donner des retours et ça fait toujours plaisir. voilà. On vous dit prenez soin de vous et à très vite. Bisous.